Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider, votre podcast dédié aux univers de Warhammer. Aujourd'hui, on fonce droit sur une nouvelle édition de notre jeu de figurines préféré, à savoir Warhammer 40 000, mais d'abord, les news. Commençons, mon cher Jean-Baptiste, par une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je précise à tous ceux qui pourraient se poser la question que tu es de nouveau à bord, en face de moi, et que ça fait plaisir, puisque c'est la fin du confinement, que Nurgle s'est un petit peu éloigné, et donc on peut se retrouver comme ça et parler de bonnes nouvelles. Eh ben oui, qui dit fin du confinement, dit aussi fin du confinement pour Games Workshop. Et après 2 mois où ils nous ont juste fait des previews des futures sorties, ça y est, les nouvelles figurines arrivent enfin. Et peut-être d'une manière un peu plus accélérée que ce qui était prévu au départ, parce que là a été annoncé en précommande toute la vague Psychic Awakening Engine War avec toutes les figurines du Mechanicus. Et vu le nombre de figurines, on aurait pu penser que sur un planning normal, ça se serait peut-être étalé sur 2 ou 3 semaines. Là, il y a tout d'un coup, et je pense aux joueurs Mechanicus, notamment à mon ami Charles, qui est très content de la reprise des hostilités et de toutes ces sorties d'un coup. Et nous sommes effectivement très contents d'apprendre que le Mechanicus arrive et qui sera sans doute suivi ensuite de notre cher Fabius Bile avec le Psychic Awakening War of the Spider, si je dis pas de bêtises. Et on terminera sur Pariah avec du coup des nouvelles sorts de bataille et des Necrons. Mais vous allez voir, on va reparler de Necrons tout de suite. Mais d'abord, parlons de la mauvaise nouvelle. Comme à son habitude, régulièrement, Games Workshop, ils font un peu une passe sur le catalogue. Ils disent « Oh tiens, cette figurine-là, on va augmenter le prix, celle-là aussi, celle-là aussi. » Et là, il y a pas moins de 400 références du catalogue qui vont prendre entre 10 et 20% d'augmentation. Donc ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Après, vu qu'il y a quand même plus de 3000 références au catalogue, faut relativiser 400 références, et c'est pas non plus les références les plus importantes. Mais il y a des trucs qui font quand même un peu chier, notamment des figurines qui avaient déjà augmenté de prix l'année dernière, et notamment des vieux kits. Et c'est là où c'est assez étrange, parce que la seule raison qui est pour le moment invoquée par Games Workshop, c'est que ces prix augmentent parce que quelque part ces kits ont encore été jamais touchés par une augmentation chez Games Workshop, Ce qui sont très faux. régulières et du coup potentiellement faux. Alors moi j'ai pas fait mes recherches au point de savoir sur quel kit ça pourrait être faux, mais fondamentalement ce qui est un petit peu dommage, et c'est là où le bas blesse le plus, c'est d'avoir ça comme seule raison, parce que on est à une situation, même si on sort petit à petit de notre confinement, nous en France et au Royaume-Uni aussi, pour Games Workshop, où des gens ont peut-être perdu leur boulot, n'ont pas énormément de moyens, veulent peut-être se réfugier dans leur hobby, et donc justifier une augmentation, ça paraît pas être le meilleur moment pour le faire, mais si en plus tu n'avances pas de raison particulière, en regardant un petit peu les différentes références qui sont touchées, je pense aux très gros kits comme les décors ou même certaines bestioles. Je crois qu'il y a Alarielle par exemple pour Age of Sigmar, des très 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 grosses boîtes. On peut se dire oui, bon, ils en vendent peut-être moins, ça a été difficile à développer, donc ils veulent faire en sorte que chaque achat de ce genre de boîte leur ramène plus d'argent. Pareil pour l'augmentation de la plupart des références Space Marine qui ne sont pas Primaris. On peut se dire c'est une manière d'accélérer un petit peu la retraite de cette gamme-là. Donc il y a un raisonnement qu'on peut trouver, mais qui n'a pas été assumé de la part de Games Workshop. Et surtout, il n'y a pas de raisonnement à trouver sur des vieux kits. Je pense l'exemple le plus probant, c'est le kit des Berserkers de Khorne pour les Space Marine du Chaos. Franchement, c'est un kit qui date de 2001. Il date de 98. Ah ouais, tu vois, c'est encore plus vieux que ça. À quel moment il n'a pas été financièrement amorti, quoi. Au terme de R&D, de marketing, tout ça, ça fait des lustres qui gagnent que de l'argent, à part les matières premières. Mais voilà, il y a certaines boîtes, notamment tout ce qui est Warhammer Underworld et ce genre de choses, qui contiennent des cartes dedans. Et là, l'augmentation du prix, elle peut peut-être se justifier quand on sait que tout ce qui est en fait imprimé vient de Chine.
autant les figurines sont moulées en Angleterre, autant par exemple les codex ou toutes les cartes et ce genre de choses de produits annexes sont imprimés en Chine et après sont distribués partout dans le monde. Donc là, on peut peut-être se dire ah d'accord, ça vient de Chine, donc en ce moment c'est compliqué, les transporteurs, tout ça. Mais voilà, sur les vieux kits, je trouve Il n'y a juste pas d'excuse en fait. inadmissible d'augmenter le prix de vieux kits. À part, comme tu disais, vouloir mettre les Space Marine normaux à la retraite pour privilégier Primaris. L'unité de base Space Marine, elle augmente. Ouais. C'est un kit qui a toujours existé, qui a toujours été là. Et moi, je parle en augmentation de prix sur les orques. La gamme orque, les Boys ont déjà augmenté l'année dernière, les Gretchen ont augmenté l'année dernière, le Truck a augmenté l'année dernière, ils réaugmentent tous cette année. Et il y a certains kits aussi qui ont des augmentations assez violentes. Parce que le Land Raider va prendre 15 balles. Il va passer à 80 € le Land Raider. Donc vous allez devoir payer 80 € à chaque fois que vous nous écoutez. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça pour acheter plus de figues de notre côté. Mais il y a le Wave Serpent en Eldar. Moi, j'en ai acheté un au début de la V8 quand j'avais commencé les Eldar. Je l'avais payé 26 €. Maintenant, il va en coûter 45. Ouais, donc c'est quand même hyper violent sur quelques années seulement. En 2 ans, la figue a doublé de prix quasiment. Quoi. Ouais. Effectivement, du coup, je pense que malheureusement, on peut que s'arrêter là. On vous a filé quelques pistes de réflexion. Forcément, on n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord avec une augmentation de prix. On est rarement d'accord avec une augmentation de prix. On est encore moins d'accord quand c'est des kits très vieux qui en plus n'ont même pas pour eux, on va dire, suffisamment de rabios, d'armes, de têtes alternatives qui permettront de te bricoler certaines unités plus tard. Donc typiquement une escouade de Space Marine Tactique, je sais qu'elle est pleine à craquer, tu vois, de trucs alternatifs. Donc tu sais que même si tu l'achètes au prix fort, il va toujours te rester 2-3 bouts qui vont te servir par la suite. Très clairement, un kit comme celui des Berserk de Khorne ou des kits plus vieux, ou je pense un autre exemple, t'as parlé des orques, pour moi c'est la garde impériale, l'Astra Militarum. Le kit du Liman russe qui est donc aujourd'hui déjà à 42,50 € va surtout sans doute aller vers les 50 €. Et c'est un kit qui est déjà divisé en 2 kits différents pour avoir toutes les variantes du véhicule, quoi. Donc je trouve que c'est quand même la double peine pour beaucoup de collectionneurs qui ont des armées qui sont peut-être déjà plus chères à mettre sur table. Typiquement les armées de Horde en fait, comme les orques ou la garde impériale. Le Gene Stealer Cult aussi a des figues qui sont sorties l'année dernière. Je pense au Jackal Alphus qui est un QG, le sniper à moto. Il est sorti l'année dernière à 33 € et il augmente du coup un peu plus d'1 an plus tard, quoi. Donc c'est assez étrange, tu vois, d'avoir comme raisonnement oui, mais certains n'ont pas été augmentés pendant des années et la première chose que tu vois c'est les trucs qui sont sortis l'année dernière, quoi. Donc forcément on peut pas applaudir Games Workshop sur ce genre de stratégie et surtout en ce moment en fait. En ce moment et aussi alors ils sont gentils, ils nous ont donné une liste des figues qui allaient augmenter, contrairement à l'année dernière où il n'y avait pas eu de liste. Il me semble que l'augmentation elle avait été effective et on n'avait pas eu le détail à l'avance de ce qu'elle augmentait. Je saurais pas te dire, mais effectivement, c'est là, pour le coup, c'est chic de leur part. Ils arrivent, ils nous donnent une liste. Il faut se souvenir que il y a 2 mois, ils nous ont dit vous pouvez plus acheter chez nous. Par contre, regardez, vous pouvez acheter des bons d'achat. Et juste avant d'ouvrir la boutique, ils disent par contre attention, utilisez peut-être vos bons d'achat maintenant parce que regardez, les kits vont augmenter. Ouais. Tu vois, donc ça, plus ce qui s'est passé avec le capitaine Katachan qui devait être filé aux boutiques indépendantes et qu'au final, il y en a eu très peu qui ont été distribués, pas à tout le monde, que les figues se sont directement retrouvées sur eBay. Il y avait eu des trucs vraiment sympas au niveau de Warhammer Community, au niveau de tout ça, qui avaient donné une très bonne image de la boîte. Je trouve que arriver avec cette annonce d'augmentation de prix maintenant, c'est vraiment pas un beau move en fait. Ouais, et effectivement, ils ont d'ailleurs fait cette annonce en même temps que notre bonne nouvelle pour cet épisode et surtout 3 jours avant la Warhammer Preview qui allait annoncer la nouvelle version de Warhammer 40 000, histoire de faire passer la pilule d'abord et que les gens... Clairement, t'annonces une mauvaise nouvelle et puis après t'enchaînes avec quelque chose de génial et du coup les gens parlent que de ce qui est génial parce que t'as plus envie de parler d'un truc qui t'enthousiasme qu'un truc qui te casse les couilles. Et ça sera notre cas, donc du coup on va s'arrêter là et on va passer vers le sujet du jour, qui est du coup une sorte de petit bilan de la 8e édition de ce jeu de figurines qu'on adore qui s'appelle Warhammer 40 000, et aussi une première analyse sur ce qu'on sait des annonces qui ont été faites pour sa 9e édition. Mais restons dans celle qui est sortie du coup en 2017, avec JB, ton avis sur cette V8, comme on dit du côté de la France. Toi, t'en as pensé quoi, sachant qu'en plus, je crois savoir que tu as une expérience un petit peu personnelle de cette édition. En fait, c'est la première édition où je joue vraiment à Warhammer 40 000. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un peu de figurines quand j'étais ado, mais honnêtement, déjà, je crois que c'était en V4, V3 ou V4 à l'époque, et j'ai pas suffisamment joué. Le jeu, je m'y suis pas assez intéressé
pour avoir un vrai recul sur ce qu'il était. Alors que là, effectivement, la V8, j'y ai beaucoup joué. On a lancé le podcast, on a fait plein de trucs autour de cette V8. Moi, j'ai travaillé aussi un petit peu avec French War Game Studio. Et voilà, donc je me suis pas mal investi dans cette V8. Et j'y suis venu déjà au départ à cause d'un forcing. Ah ouais. Qui vient de toi et de Charles, notamment. J'ai commencé vraiment Warhammer à la V8, tout de suite avec les orques, un petit peu d'Eldar après, puis je suis revenu aux orques une fois qu'ils avaient leur codex. Et moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que déjà, les règles étaient résumées sur 8 pages, donc tu n'avais pas l'impression que les règles étaient complexes, mais elles avaient comme une certaine profondeur tactique. Dès que tu les lisais, tu arrivais à voir qu'il y avait plein de petits cas particuliers, plein de moments où tu allais pouvoir aller un peu plus loin que les règles de base, et je trouve en fait que toute cette édition elle est construite comme ça, c'est-à-dire que tu as un tronc commun qui est très simple à appréhender, qui est pour faire votre liste d'armées, c'est pas compliqué vu que vous avez les chartes de bataillon, les détachements, ce genre de choses. Faites votre armée comme ça vous donne un guide. De la faire comme ça va vous donner accès à des points de commandement, ça va vous donner accès à des traits de seigneur de guerre, à des traits de chapitre ou de clan ou de Monteforge ou toutes les spécificités de chaque armée, mais il y a toujours un espèce de tronc commun qui est assez simple et qui permet d'aborder le jeu facilement. Il y a aussi le système des points de puissance qui fait que faire sa liste c'était plus simple vu qu'on n'avait pas à gérer l'équipement au début. C'est-à-dire qu'on regardait cette unité que vous mettiez un canon laser ou un lance-roquette, elle vaut le même nombre de points, vous embêtez pas avec ça, découvrez le jeu d'abord. Il y avait vraiment ce sentiment que c'était pas compliqué en fait de commencer et que plus tu jouais, plus tu allais approfondir le gameplay et notamment avec la sortie des codex au fur et à mesure. Chaque armée s'est vue dotée de stratagèmes, comme je disais, de traits de culture, de clan ou de peu importe comment ça s'appelle, mais qui venaient apporter des manières différentes aussi de jouer chacune des armées. C'est une édition que j'ai trouvée très bien, qui effectivement à certains moments la méta pesait problème parce que telle armée était trop forte par rapport à telle autre. Voilà. Moi je joue pas à un niveau compétitif, donc vu ce qu'on fait de nous sur les tables, on se rend pas compte. On entend beaucoup parler, mais on l'expérimente pas au quotidien. Subtilités-là. Après, il y a des petites doléances effectivement que j'ai suite à maintenant 3 ans de V8. C'est qu'il y a certaines phases de jeu que je trouve pas très claires, mais ça vient aussi de la manière dont les règles sont parfois rédigées. Je pense notamment en fait à la mise en place. Je trouve que la rédaction, en tout cas des scénarios, que ça soit dans le livre de base ou dans les chapter approved, elle est jamais très claire en fait. Je sais pas si t'es comme moi, mais à chaque fois que je lis un scénario, je suis toujours obligé de relire la mise en place 2 fois parce que je suis d'accord. Je trouve que dans la manière dont on dit comment construire la table et ce que tu vas jouer, c'est pas très bien rédigé en fait. Ouais, c'est peut-être même juste une question de mise en page. Je trouve que tu visualises le terrain trop tard, par exemple. Quand tu vois sur d'autres jeux, typiquement Warcry dont on a parlé dans notre dernier épisode, alors c'est beaucoup plus simple, l'échelle est plus réduite, mais t'as une immédiateté en fait dans ce que tu vas jouer. Exactement. Que t'as pas, je trouve là avec. Ouais, puis tu rajoutes, tu vois, le décor, puis l'objectif, puis les péripéties, etc. Là, tout est sur une page, c'est censé être clair. Tu lis ta page et tu sais tout. Mais c'est peut-être aussi une question de traduction entre objectif, conditions de victoire, des choses qui peuvent en français, il me semble, paraître pour des sortes d'homonymes en fait. Hein. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Et tu me fais remarquer du coup que c'est peut-être un des trucs qui a le moins changé en fait de la V7 à la V8, c'est que ces scénarios, moi je me souviens, quelle que soit la version, et j'ai commencé à l'époque de la version 3, donc ça date maintenant, même si j'étais gamin et qu'on faisait sans doute n'importe quoi. Je salue Raphaël à qui je jouais sur le carrelage de ses parents avec la boîte de base Eldar Noir contre Black Templar pour ceux qui l'ont connu. Mais très clairement, j'ai l'impression que depuis ces batailles sur le carrelage jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours du mal à intégrer le scénario. Et au final, c'est le Maelstrom of War qui est du coup un moyen de trouver ses objectifs chaque tour, qui me fait me rappeler des scénarios parce que tu as les cartes sur la table en fait. C'était un moyen, je pense, de pimenter la chose. On verra ensuite qu'ils ont prévu d'autres modifications là-dessus. Mais je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est peut-être du coup l'une des doléances à avoir sur la V8, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, simplifiées, fluidifiées peut-être plus que simplifiées. Il y a ça, et aussi là forcément on est sur la fin de la version. Il y a des histoires de suppléments qui s'ajoutent et tu commences à avoir plein de sources un peu diverses pour construire ton armée, pour avoir les différentes tactiques que tu peux appliquer, tout ça, et ça commençait peut-être à faire beaucoup. Je peux comprendre qu'ils viennent remettre un peu à plat tout ça, et moi je trouve que quelque chose qui a vraiment manqué, et là c'est vraiment une histoire d'air du temps et d'époque, c'était un support numérique correct, parce que déjà se déplacer avec ses figurines, quand tu veux faire une partie, ça prend de la place, donc si en plus tu dois rajouter
un codex, un Psychic Awakening et peut-être même un White Dwarf parce que tu joues une partie narrative et que tu viens piocher des infos qui sont dans un White Dwarf. Ça commençait à faire beaucoup de livres en fait, à se trimballer et à promener. Et je trouve qu'il manquait un support numérique pour résumer tout ça. Alors effectivement, oui, tu peux avoir une tablette et avoir les PDF avec toi, mais c'est pas la même chose que c'est pas le même feeling. Avoir une vraie app compagnon qui te permet d'avoir toutes les infos au même endroit, quoi. Ce qui pourrait être résolu avec cette fameuse application qui devrait arriver en même temps que la V9. Avant ça, quel est ton avis ? Je suis très content d'avoir commencé Warhammer 40 000 avec cette édition. Voilà, les figues sont magnifiques, le jeu est sympa et ça fait. Et encore une fois, le jeu est là, mais ce qui est le plus important, c'est les gens qui vous jouez. Et voilà, nous on a l'avantage d'avoir un groupe de potes assez actif. On joue peut-être pas autant que ce qu'on voudrait, notamment avec les 3 derniers mois, c'était compliqué. Ouais, je pense que personne n'a joué autant qu'il voudrait ces derniers mois. Mais voilà, on a une bonne dynamique tous ensemble, on se motive bien les uns les autres. On discute de points de règle, des trucs comme ça, mais on n'est pas des gros nerds, donc on n'est pas à fond sur oui, mais avec le 1 pouce de portée, machin, des tactiques ultra compliquées. On est, je trouve, tous dans un feeling plutôt sympa. Et moi, je suis très content de cette V8, je suis très content de m'y être mis, et je suivrai les actualités de la V9 avec impatience. Et il y a certains modes de jeu qui me donnent déjà envie et qui me donnent déjà des idées pour des armées. Et on ne cesse de teaser, mais promis, on va parler de cette 9e édition. D'abord, moi, effectivement, j'ajouterai pas énormément de choses par rapport à ce que tu as dit, puisque je trouve que tu as vachement bien résumé la façon dont on a vécu, en tout cas, cette V8. Moi, il y a plein de trucs que j'ai aimés. Comme je vous le disais, du coup, j'ai connu la version 3, la version 4, 5, 6 et 7. Celle où j'ai le plus joué, je pense, c'est 6, puisqu'à l'époque j'habitais à Reims et je fréquentais. Tu peux faire comme Star Wars, nous faire un classement. Ouais, ça serait compliqué. Dans quel ordre faut jouer? Dans quel ordre faut jouer 8 et bientôt 9 en fait. Et vous vous souciez pas de ce qui est avant. Surtout que c'était quand même beaucoup plus compliqué avant, j'en avais l'impression. Alors j'étais plus jeune aussi. À l'époque de la V6, bon voilà, moi j'étais déjà adulte, je faisais mes études à Reims, j'étais un client régulier du Games Workshop sur place, je fais pas mal de games à l'époque, des trucs qui n'étaient pas forcément avec des gens eux aussi très compétitifs. À l'époque, c'était la période où je jouais le plus à Warhammer 40 000 pour jouer, quoi. Donc je peignais énormément d'unités, garde impériale, surtout à l'époque, un peu de taux, un peu de chaos qui traînait aussi, mais forcément ça me tenait à cœur de redécouvrir un peu ce feeling, comme tu disais, de bande de potes où tu te retrouves, t'es pas forcément à fond sur le jeu ou sur la peinture, mais t'as cet aspect global qui fait que t'es toujours motivé pour reprendre une game ou la peinture de figue. J'ai vraiment retrouvé ça avec la V8, mais comme je disais, en plus fluidifié, parce qu'il y a plein de choses qui pour moi n'avaient aucun sens, qui ont disparu. Donc l'exemple le plus simple, c'est notamment et le plus absurde, c'est les règles spéciales dites universelles. Pour ceux qui ne les ont pas connues, parce que vous êtes beaucoup à vous être lancé ou relancé à la V8 et vous avez peut-être oublié, mais avant une figurine par exemple, je sais pas, qui pouvait s'infiltrer, c'était pas expliqué sur sa fiche comment elle pouvait s'infiltrer. Par contre, elle avait une règle spéciale universelle, donc une règle spéciale pour cette figurine mais qu'elle partage avec d'autres figurines, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce terme, qui lui permet de s'infiltrer. Donc fallait revenir au livre de règles de base pour savoir sous quelles conditions tu pouvais t'infiltrer. Donc du coup, tu avais un tas de mots-clés à la fin de ta figurine et tu disais ok, donc infiltration, frappe en profondeur, etc. Mais tu ne savais pas ce que c'était. Donc si tu n'avais pas le livre des règles sous les yeux, parce que je sais pas, tu l'avais oublié ou tu l'avais pas acheté, etc., bah potentiellement tu ne savais pas jouer ta figurine en fait. Si tu connaissais pas le livre par cœur, tu passais ton temps à aller chercher dedans. Exactement, ce qui est mon expérience dès cette édition précédente. Je les ai pas toutes connues, mais c'était ça l'idée. Alors quoi. que là, les datasheets sont quand même assez clairs, tu as toutes les infos pour chaque unité dessus. En plus, toi, moi ça m'est arrivé d'aller faire des parties où j'ai juste imprimé, photocopié avec moi les datasheets dont j'avais besoin, et j'ai pas pris mon bouquin complet parce que j'avais pas besoin de tout, quoi. Mais non, mais c'est ça qui est vraiment chouette avec cette version, d'avoir pu polir à ce point l'objet en fait. Pour beaucoup de gens, il y a certains trucs qui sont passés à la trappe, on reparlera des lignes de vue, des décors, peut-être aussi des mécaniques avec les véhicules. Tout ça a été poncé, si j'ose dire, pour le mieux, parce que au final, ce que tu retiens de tes games, c'est pas que, ah là là, mon tank avant il avait un bladage plus fort à l'avant, puis il fallait le manœuvrer, etc. T'avais un feeling de combat de véhicule que je ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Je peux, en tant que fan de chars, tu vois, je peux me dire, ah là là, moi qui suis un commandant de la garde impériale, je suis vraiment outré, j'ai perdu toute la saveur du gameplay. Mais au final, ce que je retiens des games, c'est qu'aujourd'hui, je ne passe pas ma vie et la moitié du temps dédié à la partie à chercher dans des règles spéciales universelles, ou même
à me pencher sur des trucs du style ligne de vue, arc de tir, des trucs qui concernent souvent les grosses figues, y compris les véhicules, qui faisaient qu'avant, si tu bougeais sur toi-même, c'était considéré comme un mouvement, que tu avais des arcs de tir pour certaines armes qui étaient moins larges selon le véhicule ou le type d'arme que tu employais. Tout genre des trucs qui finalement ont beaucoup de sens si tu te mets du point de vue de l'univers. Mais une fois sur table, c'est juste chiant en fait. Ça casse l'immersion. Et je pense que tu peux retrouver l'univers dans d'autres choses que de la technicité en fait. Pour moi, c'est plus un feeling et on l'a vu avec Warcry, tu vois, genre c'est ton gobelin ou ton squelette qui va d'un coup aplatir un super adversaire alors qu'il devrait pas, qui fait que tu retiens la game et pas le fait que tu as super bien planifié, tu vois, l'arc de ton tir. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas ça Warhammer 40 000. Et je suis désolé si pour vous c'est ça. Mais du coup, j'ai bien aimé au final. C'est-à-dire que j'étais vachement surpris de tout ce qu'on perdait, mais j'ai complètement oublié ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que, tu vois, pour faire ce petit bilan de la V8, j'étais là genre, c'est vrai que les profils dégressifs avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait des blindages pour chaque véhicule. Il y avait les différents tableaux de dommages. Donc en fait, il y avait des dommages superficiels, des dommages lourds, etc. Tout ça a été simplifié d'une version à l'autre, mais globalement, il y a énormément de choses qui ont été simplifiées. Le fait que tu puisses, l'exemple qu'on donne toujours, c'est avec ton petit fusil laser de guerre impériale, tu puisses blesser n'importe quelle unité parce qu'il n'y a pas de valeur trop grande ou d'écart trop grand. Il y a énormément de choses comme ça qui, au départ, quand je les lisais sur Warhammer 40 000, Warhammer Community, pardon, je me disais waouh, ils changent complètement de jeu. Et au final, maintenant que je les ai plus, je les regrette pas. À la limite, même, j'ai oublié, j'ai dû aller chercher dans un coin vraiment très perdu de ma mémoire pour me dire ah ouais, c'est vrai que ça fonctionnait comme ça avant. Il y a des trucs qui vraiment, aujourd'hui, je considère comme des acquis, tu vois. Et notamment le fait d'avoir mettons qu'un jour on revienne aux règles spéciales universelles. Je pense que j'arrêterai le jeu, tu vois. C'est le genre de truc où je dirais non les gars, vous pouvez pas faire ça, c'est mort quoi. Et donc on oublie. Mais c'est là où la V8 est super maligne. Il y a ça, et il y a ce que tu disais aussi, le fonctionnement en système. Chaque codex a ses traits de seigneur de guerre, c'est l'équivalent d'un chapitre pour les Space Marines, que ce soit un monde forge, une flotte ruche pour les tyrannies, etc. Donc il y a un moyen d'intégrer une culture et aussi juste un gameplay en fait. Des fois c'est pas inspiré par le lore, c'est juste parce que je sais pas, t'as envie de jouer que de la cavalerie, tu joues que de la cavalerie, que des véhicules, tu joues que des véhicules, et t'as des règles ou des petites mécaniques qui vont soutenir ça, quelle que soit l'armée que tu choisis. Et ça prouve aussi que malgré les écarts qu'il peut avoir dans la méta, chaque armée est logée à la même enseigne, en tout cas d'un point de vue contenu. Après, ça sera peut-être pas toujours aussi fort. Les Eldar, les Space Marines, les Tau, ça sera toujours tu vois, le top 3 pour certaines personnes. Mais pour toi, t'as pas à rougir des chapitres Space Marine qui ont des règles selon comment on appelle ça, le père génétique qu'ils partagent, quoi. Tu peux avoir ces règles spéciales là. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et le dernier truc que j'avais aimé, parce que à l'époque je crois que c'est la 4e édition qu'est arrivé Apocalypse, qui était un format plus grand de Warhammer 40 000. Je faisais des Apocalypses parce que avec tous mes potes, et on se mettait ensemble, et ça faisait des très grosses games l'été sur la terrasse chez mes parents. Et il y avait ce fameux système de stratagème et de points de commandement qui n'existait pas non plus dans les versions précédentes et qui est du coup arrivé avec la version 8 et qui, je trouve, dynamise pas mal les parties. Comme tu disais aussi, JB permet de construire une liste dans un sens ou dans l'autre, te guide en fait, mais te récompense avec des petits tricks comme ça que tu peux jouer qui vont au-delà de tes propres figurines sur la table de jeu. Et ça, c'est vraiment aussi un feeling assez cool quand tu appelles un barrage, quand tu fais une embuscade. Moi, j'aime vraiment même regagner des points de vie parce que je sais pas, tu joues Nurgle et voilà, le dieu de la maladie t'offre un peu plus de vie. Je trouve que c'est des petits moments comme ça qui rendent la partie très cinématique. Même si tu dépenses de l'argent et que c'est de l'argent entre guillemets, et que c'est une mécanique de jeu, c'est aussi quelque chose qui ramène au feeling Warhammer 40 000. C'est d'ailleurs la première méta que je suis et que je comprends avec attention. Je pense que c'est aussi parce que c'est fluide, c'est limpide et qu'on a des supports. Tu as cité French War Game Studio pour qui tu as travaillé. Il y a Warhammer Community aujourd'hui et bientôt il y aura une app. Donc avec un peu de chance, tout ça sera... C'est vrai c'est plus facile en fait maintenant de suivre les sorties, les nouvelles figurines, les nouvelles règles, les avancées du lore aussi, parce que tu as les romans Black Library, tu as plein de choses aussi qui englobent tout ça et qui font que on verra, je pense qu'on peut même passer à la V9 maintenant. Bien sûr, que ça devient c'est plus juste un jeu de figurines, maintenant c'est un média global en fait. Ouais, c'est un hobby transversal, et Warhammer 40 000 je pense c'est le fer de lance de Games Workshop parce qu'il bien sûr aujourd'hui c'est le jeu le plus vieux de la gamme, et le plus connu aussi, et le plus connu, oui, parce que même je pense même avant ça je pense que Fantasy n'arrivait pas à la cheville de la... Elle était peut-être pas autant iconique en tout cas dans sa représentation parce que voilà,
tu parlais Warhammer Fantasy, tu pouvais penser à plein de trucs. Tu parlais Warhammer 40 000, tu pensais à un Space Marine. Avec une épée tronçonneuse. Bah maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Ce qui était revenu. Et effectivement, on le voit d'emblée, en fait, avec les annonces de cette V9. On a eu une cinématique qui est plutôt très cool. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, elle m'a vraiment enthousiasmé. Bah, moi, j'adorais la DA qui était à chaque fois mise sur les petits trailers animés, sur ces petits trucs-là. Et là, d'avoir une vraie cinématique qui pourrait être soit sortie d'un film d'animation, soit être la séquence d'intro d'un jeu vidéo. Ça aurait pu être une annonce 3, tu vois, par exemple. Voir un truc comme ça dans un panel Microsoft ou je pense qu'on aurait pété les plombs. Ça m'aurait pas choqué, tu vois. C'est super cool, ça montre les efforts qui ont été faits par Warhammer Community aussi pour mieux vendre en fait le jeu et le rendre plus accessible à tout le monde, parce que si avant l'annonce d'une version c'était juste un article sur le site, là t'as un vrai support derrière, quoi. Ouais, c'est super cool et ça s'est décliné du coup au travers de cette Warhammer Preview. On avait débriefé les premières dans notre épisode 3, si ça vous intéresse d'aller checker ça avec un petit peu de recul maintenant qu'on a vu ce qu'ils pouvaient faire sur un thème fort qui était la nouvelle édition de Warhammer 40 000. Moi, je trouve ça hyper bien qu'ils ont tout de suite annoncé, on va parler du lore, donc on sait qu'on va avoir une nouvelle saga de romans qui serait la plus grande saga de romans après les Résidorus. J'ai l'impression qu'ils disaient déjà ça pour l'éveil de la bête, de Beast Rises. Ouais. Après, pour les avoir lus, c'est des romans qui se passent en 32 cas, donc après l'hérésie, mais avant l'époque actuelle, et où de toute façon, ce qui allait se passer n'allait pas avoir d'impact sur le lore vraiment de 40 000 et sur la storyline principale, vu que c'était dans le passé, tu vois. Ouais, donc c'est peut-être en ça que... Voilà, là, il y a cette nouvelle saga, puis toi, ils ont tout de suite utilisé des mots, pool d'auteurs, groupe d'écriture, des choses qui, nous, à l'habitude avec les comics ou avec Star Wars, nous rassurent un petit peu dans la préparation qui est mise derrière et comment ils voient cette saga. Mais moi, je la vois vraiment comme le lore va avancer avec. Et ça va donner un vrai support aux gens qui veulent s'intéresser à l'univers de 40 000, mais qui n'ont pas forcément envie d'acheter des livres de campagne comme Psychic Awakening ou le livre de règles. Qui sont très clairement intéressés par la partie Black Library et la partie roman. Et c'est la première fois d'ailleurs que Games Workshop se propose via Black Library de simplement d'emboîter le pas en fait à l'univers. J'ai envie de dire en temps réel, c'est pas exactement ça, mais c'est de dire donc là on va revenir avec donc du coup cette nouvelle saga qui s'appelle Dawn of Fire sur la croisade Indomitus dont on parlait dans l'épisode 2 avec les Space Marines et les Primaris Space Marines. Donc c'est le retour de rebooter Gilliman, l'un des fils de l'empereur, au milieu de cet impérium, et qui dit on repart conquérir notre territoire. Et on sait que le premier roman qui s'appelle Awakening Sun, je crois, est littéralement le début de cette croisade. Donc on revient un petit peu de quelque part dans le passé, parce que de ce qu'on lisait dans les codex, ce qu'on comprenait dans le Psychic Awakening, c'était que l'Indomitus Crusade, la croisade d'Indomitus, c'était un truc relativement passé ou assez récent, mais qui en gros était... Et qui a quand même duré une centaine d'années. Voilà, c'est ça. C'est passé, mais c'était long. C'était long, mais pour nous, c'était, on va dire, le dernier morceau de la frise chronologique, mais on n'avait pas l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti l'impression que c'était la priorité du moment. C'était, pour moi, Gilliman avait effectivement conquis ou reconquis un certain nombre de mondes, et maintenant, il passait à autre chose. Donc là, on revient légèrement en arrière, mais sans doute pour mieux sauter et accompagner cette V9 qui du coup fait revenir les Necrons comme antagonistes principaux, et sans doute avec du coup une histoire pour les légitimer aussi dans cette place. Le chaos a toujours été un peu l'ennemi suprême, les Space Marines du chaos de l'Imperium, donc dès qu'ils reviennent quelque part, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi ils reviennent, ça a toujours été les grands méchants, c'est votre Dark Vador, et il est là, et tout le monde sait qu'il est là à cette époque. Là, on justifie du coup potentiellement avec ces bouquins l'apparition de nouveaux personnages et la menace qu'ils représentent. Donc c'est hyper chouette. Et comme tu dis, il y a un pool d'auteurs qui sera sans doute du coup inspiré de ce qu'ils ont fait sur Siege of Terra, qui est la dernière partie de l'Hérésidorus. Donc ça donne très envie. Et effectivement, pour les gens qui s'intéressent que au lore, c'est le moyen de le suivre en même temps que les gens qui, eux, achètent peut-être que les figues. Ça met tout le monde à un même niveau et je trouve ça plutôt cool. C'est-à-dire qu'un mec peut rentrer dans un Games juste pour acheter ses bouquins et discuter avec toi, à la limite connaître mieux le lore que toi. Et moi, c'est ça que j'aime dans le hobby, tu vois, c'est que chacun a un peu sa spécialité, quoi. Et voilà, et puis on sait que du coup, effectivement, on en a déjà parlé, on aura une application, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Revenons plutôt dans les grandes lignes, dans ce qui a été annoncé sur cette V9. Alors pour l'instant, c'est relativement vague, on n'a pas encore eu les articles de Warhammer Community à l'heure où on enregistre ce podcast. Ce qu'on a eu, c'est une petite vidéo qui résume les 9 points les plus cool de cette 9e édition, et on a eu une session de questions-réponses sur Twitch il y a quelques jours. Et donc du coup, on a retenu un certain nombre d'éléments, donc je propose qu'on les déroule, JB.
Je voulais commencer par les règles plus polies et plus fluides. Alors on sait qu'il n'y aura pas de changement majeur par rapport à l'édition précédente. Je sais que beaucoup de gens appelaient de leur vœu notamment l'idée d'une alternance entre les personnages, entre les joueurs, pour éviter d'avoir mouvement, tir, assaut, puis tu passes à ton mouvement, etc. Mais plutôt faire joueur 1, mouvement, joueur 2, mouvement, etc. Ils vont pas changer ça. Est-ce que c'est un problème ? Oui et non, ça dépend de quel côté tu te places. Effectivement, ça aurait rendu le jeu plus dynamique avec plus d'échanges entre les deux joueurs. Sauf qu'en fait, il aurait fallu tout refaire. Parce que ça aurait complètement changé la dynamique du jeu, ça aurait complètement changé la construction même d'un tour de jeu de Warhammer. Donc, il aurait fallu repartir de zéro parce que du coup, ça ne joue pas de la même manière. Si tu avances tes figurines, l'autre avance tes figurines, après tu tires, tu calcules pas les lignes de vue de la même manière. Le jeu se pense pas du tout de la même façon. Sous-entendu, du coup, on aurait dû repartir dans une nouvelle mise à jour de tous les codex plutôt que de continuer à jouer avec nos livres. Toutes les règles. Pour moi, il aurait fallu refaire non, mais toutes les règles quand tu fais une nouvelle édition de tout, quoi. C'est normal. Ça aurait été un changement complet de philosophie de jeu en fait. Ouais. Il y a des jeux qui sont en phase alternée, qui sont très bien. Bon, Warhammer 40 000 n'est pas dans cette mouvance-là, donc petits changements là qui sont apportés sur les règles. Je pense notamment à cette histoire de bonus-malus qui peuvent pas excéder 1. C'est une chose plutôt bien parce que ça peut enlever certains abus qu'il y avait là où en allant chercher des trous un peu dans les règles, t'arrivais à donner des bonus de plus 2, plus 3 sur certains jets de dés. Sachant que c'est quand même basé sur un dé de 6, donc sur un dé à 6 faces, que vous avez plus 3 en termes de statistiques et de stabilisation, vous êtes très bien. Toutes ces solutions-là, ils étaient obligés de les faquer, de faire des errata, ah ben mais non, tel effet peut pas être cumulé avec tel effet parce que ça se passe comme si c'est dans tel ordre et tout. C'est des trucs pour que ça soit plus fluide, plus simple, qu'il y ait moins d'embrouilles de jeu. Il y a des choses un peu dans le même style qui, je pense, sont reprises d'AOS par exemple, ou Age of Sigmar. Donc le 1 est toujours un échec et le 6 sera toujours une réussite. Ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'heure actuelle, ça dépendait des situations. Et du coup, on se retrouvait encore des fois dans des situations un peu bizarres où même si on faisait 6 sur son dé, il y avait tellement de malus et de bonus qu'au final, notre action, elle ratait. Ouais. Ce qui était un peu dommage. Tout à fait. Mais après, moi, je trouve que c'est quand même un gros changement. Ils l'ont un petit peu largué comme une bombe. D'ailleurs, ils parlaient des volants et des véhicules aériens à ce moment-là, en disant, de toute façon, maintenant, les bonus, c'est au pire, un malus, c'est -1, et un bonus, au mieux, c'est +1. À l'heure où la méta, pour l'instant, même sans aller dans l'exploitation de vide, de règles et de villes optimisations en tout genre, tourne quand même pas mal autour d'idées de bulles de relance, de combos, de tel truc va te donner plus une attaque, tel perso aussi, tel équipement. Donc à voir comment ça s'articule dans cette 9e édition. Mais c'est vrai que spontanément, je me dis, si ça peut casser des armées qui sont conçues que pour être, tu sais, moi ce que je visualise, c'est des cercles, comment on appelle ça, concentriques, tu sais, genre... t'as ta plateforme de tir et puis t'as tes cordons pour la protéger. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu utilises en fait toutes les ressources de ton armée pour optimiser une unité et c'est cette unité-là qui va nettoyer toute la table. Et ça, mine de rien, au-delà des scénarios, du nombre de points ou des armées que tu peux jouer, je trouve que ça rend le jeu assez ennuyeux, enfin assez répétitif en fait, alors que techniquement il n'y a pas de raison pour que les games se ressemblent. Mais effectivement, quand tu joues une liste qui est centrée sur cette fiabilisation des bonus ou sur l'optimisation de certains malus à l'encontre de l'adversaire, ça peut créer des listes qui souvent se ressemblent et du coup des games qui se ressemblent aussi. Donc voilà, c'est un petit peu triste. Un autre changement que j'ai hâte de tester et qui est cher à mon cœur forcément, puisque je parlais de tanks tout à l'heure, c'est le retour en force des tanks. On nous a dit, alors on nous a donné l'exemple des véhicules dans un premier temps, mais on nous a par la suite rappelé que les grosses bestioles de Warhammer 40 000 et les monstres pourraient profiter des mêmes atouts. Alors quels sont-ils ? Pour l'instant, on en connaît au moins un, qui est la capacité de tirer au corps à corps. Sans doute pour représenter le fait que effectivement un petit gobelin ne peut pas arrêter un char de plusieurs tonnes en acier en le bloquant en au se corps mettant à corps. côté de lui. Voilà, c'est ça, et en le narguant à base d'insultes. Donc pour représenter ça, on va pouvoir tirer au corps à corps. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça te fait un peu peur, toi qui justement as l'habitude de bloquer mes véhicules ? Moi qui ai l'habitude de jouer orc et d'avoir ces petites techniques où je viens placer un orc juste à côté d'un tank ou d'un Imperial Knight pour éviter qu'il me tire dessus et qu'il soit obligé de faire un mouvement de désengagement et ce genre de choses. En termes de cinématographie, effectivement, ça n'avait pas de sens. En termes de stratégie, ça fonctionnait sur la table, mais je vois pas en quoi un Gretchin peut empêcher un Lehman russe de tirer. Un point qui était peut-être pas logique en termes de jeu, qui fonctionnait sur la table, mais qui... c'était à chaque fois t'étais déçu quand t'étais je peux pas tirer avec mon tank parce que y a des Gen Stealers à côté de moi.
En plus de pouvoir se désengager, il va aussi avoir des améliorations sur les tirs d'armes lourdes, et notamment d'armes à explosion, qui vont viser les hordes de figurines, parce qu'on a vu la disparition avec CD8 des gabarits. Je sais pas là si les gabarits vont revenir, je pense pas, mais par contre on va peut-être avoir plus de fiabilisation sur les armes faites pour de l'anti-horde et ce genre de choses. À voir, ça j'attends vraiment de voir les règles parce que ça me semblait pas être un point qui posait problème. En tout cas sur la V8. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça posait problème, mais si tu te places du point de vue, encore une fois, du côté un peu cinématographique de la chose, quand tu tires avec ton Lehman Russ, quand je tire avec mon Lehman Russ sur tes orques, et que c'est une bande de 20, et qu'au pire, je peux faire qu'un D6, ce qui est le plus souvent pour moi revient à 1. Tu vois, je me dis, c'est pas possible. Enfin, en fait, l'obus n'explose pas, quoi. Je tue un orc parce qu'il se prend l'obus en tir direct et que l'obus n'explose pas parce qu'il y a une défaillance. Alors, tu peux toujours te raconter ta petite histoire derrière. Mais ça a pas ce feeling de tu poses ta galette et t'as eu le malheur de mettre tes orques un peu plus proches les uns les autres et j'en touche 10 voire 12, tu vois. Donc là, tu peux pas sur un D6 déjà. Et le plus souvent, un D6, c'est quand même aussi entre 1 et 3 sur des véhicules qui coûtent très cher. Si ça peut fiabiliser sur les hordes spécifiquement, ça me paraît logique. Toutes les armes type... donc là, il parle d'un nouveau type d'arme, Blast, donc je pense qu'il sera peut-être traduit par explosion, parce que maintenant, tout était lourde. Explosion, avant, c'était justement, je crois, pour petite explosion, grosse explosion avec les gabarits. Ça peut permettre d'ajouter un petit peu de réalisme, j'ai envie de dire, dans le gameplay, et aussi à certains joueurs d'avoir le sentiment que quand ils déploient un tank, et notamment un tank d'artillerie, c'est pas pour payer une taxe un petit peu nulle qui va donner des jets complètement aléatoires. Bien sûr, il y aura toujours l'aléatoire, c'est toujours de l'actualité, ils l'ont dit dans les questions et réponses, mais je pense qu'ils vont ajouter un peu de fiabilisation. Moi, je pense que c'est bienvenu. On verra si c'est trop fort quand je déploierai un ou deux Lehman Russ dans une game. Si c'est trop fort, je m'en plaindrai très vite. Peut-être que ça ira, vu qu'ils ont aussi annoncé que le corps à corps allait être revu un petit peu à la hausse. Bon, moi, ça me fait plaisir, parce que je joue principalement des armées de corps à corps. Je pense que c'est pour contrebalancer effectivement cette augmentation de puissance que vont prendre les véhicules et les monstres, et de venir redonner des bonus au corps à corps. Je pense notamment à la manière d'arriver en fait au corps à corps, parce qu'ils ont parlé peut-être de stratagème en cas d'Overwatch, ou en cas de désengagement, et peut-être pour avoir moins ce sentiment que si on a une unité qui est spécialisée en corps à corps, qu'elle a passé la partie à se déplacer et à traverser le terrain, et qu'elle meurt juste au moment où elle arrive sur le corps à corps, c'est un peu frustrant en fait. Je pense que c'est pour enlever ce genre de choses, ou pour rendre le truc un peu plus logique, dans le sens où il y a plus ces espèces de cordons de protection qu'il y avait avant vont peut-être plus avoir autant d'utilité. Je pense que le corps à corps n'avait pas forcément besoin d'être buffé de la même manière que les tanks n'avaient pas forcément... on visualisait pas forcément qu'ils étaient faibles par rapport à d'autres unités, en tout cas pas nous deux, peut-être des gens plus compétitifs nous diront que si, mais simplement je pense que ce qu'ils voulaient faire c'était de faire en sorte que le corps à corps soit moins pénible. Tu peux avoir des résultats incroyables au corps à corps quand tu envoies tes packs d'orques et qu'ils ont je sais plus combien d'attaques chacun. Moi je commence à transpirer, tu vois, comme jamais, et je sais que ça va faire très mal. Donc ce qui est plus ou moins l'équivalent de quand j'arrive avec un peloton de tir de la garde impériale et que j'envoie 4 tirs par bonhomme. Le truc, c'est que ça demande 2 fois moins d'efforts de mettre mes gars derrière une ruine et de tirer à 24 pouces que d'emmener ces mêmes gars à 6 pas ou à 9 pas de l'ennemi, de survivre son tir de contre-charge, connu aussi sous le nom d'Overwatch en anglais. Donc forcément, ça fait quand même énormément de pénalités à traverser pour les armées de corps à corps qui, derrière, du coup... peuvent paraître, je pense, assez assez chiantes à jouer, quoi. Enfin, effectivement, si tu passes tes 3 premiers tours dans des transports ou à faire des jets d'avancée pour essayer d'arriver le plus vite au contact et que tu te fais raser par un tir de contre-charge, c'est super rageant, quoi. Il y a ça, et puis alors je sais pas comment ils vont réinterpréter ce truc-là, mais tout ce qui était les figurines qui arrivent des réserves dans les unités spécialisées au corps à corps, qui n'avaient pas de quoi, entre guillemets, fiabiliser une charge, elles arrivaient nues au milieu du terrain, 9 pouces de l'ennemi, et vous jetiez vos dés, et vous deviez faire 9 sur votre charge, et du coup, il y avait 2 chances sur 3 que la charge rate. Et dans ce cas-là, votre unité de Terminator que vous avez équipée de magnifiques marteaux et boucliers, elle est là au milieu de la pampa et elle attend juste un tour à se faire canarder par tout ce qui est à côté, quoi. Ce qui m'est arrivé bien trop souvent avec mes Terminator Death Guard. Et aussi, il y a un autre ajout par rapport à ça, c'est l'idée de battre en retraite qui maintenant, encore une fois, via des stratagèmes, on ne comprend pas encore dans quelle mesure ce serait à toi ou à ton adversaire de claquer des stratagèmes, mais typiquement va être beaucoup plus punitive. Donc avantager les armées qui sont arrivées effectivement au contact. C'est-à-dire que se désengager au contact d'orques, on peut imaginer, si on se place du point de vue d'un garde impérial qui est au corps à corps,
C'est pas juste courir un peu plus vite et éviter d'un coup toutes les haches et les balles dans ton dos, quoi. Ça peut te coûter des figues de te désengager. Et du coup, là, ça va créer une autre forme de réflexion. C'est de dire, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque et de perdre des figurines dans mon désengagement, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste au contact parce que j'ai peut-être une chance de l'emporter, tu vois, le tour suivant, ce genre de choses. Même si c'est pas forcément porté, de bloquer l'unité avec laquelle je suis au corps à corps. Et puisqu'on parle du coup de battre en retraite, on embraye un petit peu sur le moral. Ça, c'est l'une de mes doléances avec la version 8. Je l'ai trouvé assez fade en fait, cette phase de morale. J'ai parfois même oublié tant on joue des armées qui via différentes règles, hein. C'est pas que toutes les armées sont très fortes d'un point de vue moral, mais j'ai pas l'impression qu'elle a une énorme place dans une game aujourd'hui de Warhammer 40 000. Donc là on nous promet plus d'interaction avec le moral, on nous promet aussi qu'il soit moins binaire, c'est-à-dire que ça ne sera pas juste tu perds des figues ou tu perds rien. On peut imaginer du coup que peut-être il y aura des malus sur le tour suivant, du type tes unités sont choquées, elles peuvent pas pas bouger, faire un certain ou elles ont nombre des malus d'actions. au tir, Voilà. aux attaques et tout ça. On peut imaginer quelque chose d'un peu plus, encore une fois, cinématographique, et qu'une unité soit en état de choc, voilà, plutôt que juste j'ai perdu 2 figues. Voilà. Exactement. J'ai 2 personnes qui fuient. Après, c'est là où du coup se pose un peu toute la contradiction autour de cette édition 9. Alors je sais pas si c'est une petite contradiction, mais on nous dit que les règles vont rester toujours hyper simples et dans la lignée de la V8, mais on commence à rajouter des choses qui ont été enlevées spécifiquement pour rendre le jeu plus agréable. Donc typiquement, si tu commences à avoir des niveaux de morale comme par le passé, c'est plus compliqué. Et si tu commences aussi à avoir une gestion du corps à corps peut-être un peu moins, là aussi, binaire, avec pas juste la charge, l'Overwatch et la bagarre, ça va demander stratagème, contre-stratagème, réflexion, etc. Donc pour un débutant, ça peut peut-être les perdre un petit peu. Mais je sais pas, moi je pense que les règles de base vont pas beaucoup bouger, donc ajouter des petits détails là-dessus, ça me paraît pas une mauvaise chose. Et on nous dit d'ailleurs que des factions qui sont très orientées sur l'idée de faire peur, donc par exemple les Night Lords, qui sont des Space Marines du chaos, qui en gros portent des restes d'humains et d'autres joyeusetés sur leurs armures, vont avoir la capacité de jouer sur ce moral-là plus régulièrement que les autres, ce qui est assez cool, puisque souvenez-vous, on nous a dit que les malus allaient aussi être justement bloqué à -1 ou +1. Donc typiquement ce qu'on appelle les moral bombes, c'est comme ça qu'on appelle ça ? C'était ça, oui. Ouais. C'était des unités qui étaient spécialisées dans la baisse du moral adverse pour avoir juste si vous tuiez une figurine de l'ennemi, vous mettiez tellement de malus à ce fameux jet de morale que le reste de l'unité allait fuir, peu importe le résultat du dé. Donc. Passons aux véhicules aériens, enfin libres de leur mouvement. Là aussi, on revient à des éditions précédentes, puisque les véhicules n'ont plus à faire du surplace, ce qui plus ou moins ils faisaient jusqu'à présent. Ils ont la capacité de sortir de la table sans être détruits, donc tu peux vraiment traverser la table, revenir d'un autre côté. Mais puisque les malus et les bonus sont limités, ils ne sont pas non plus intouchables. Donc moi, je trouve que c'est l'une des règles qui m'intéresse le plus, parce que je trouve que soit les volants n'ont rien à faire dans une partie de Warhammer 40 000, ou soit s'ils le sont, ils doivent agir comme des volants et pas des espèces d'hélicoptères super lents qui zonent et qui potentiellement peuvent utiliser leur socle pour bloquer des figurines au sol, qui n'a absolument aucun sens. C'était ça en fait, les 2 gros problèmes des avions, c'était cette manière qu'il y avait de gêner ou d'empêcher des figurines au sol de se déplacer là où il y avait le socle de l'avion, ce qui ça n'a aucun putain de sens. Et cette manière de se déplacer qui était qu'en fait les figurines tournaient entre guillemets de 90 degrés tous les tours, en fait faisaient un carré. Et on le voyait, le seul avion qui était vraiment présent sur les tables de jeu d'un point de vue compétitif, c'était l'avion Eldar qui avait cette règle où il pouvait faire 2 fois 90 degrés. Donc en fait tu pouvais faire l'essuie-glace et t'étais d'un point de la table, t'y allais, tu faisais demi-tour, et tu balayais un côté de la table. Pareil, visuellement c'est pas très intéressant, quoi. Un truc qui par contre visuellement peut l'être, c'est des terrains plus aboutis, mieux définis. C'est l'un des trucs qui est revenu le plus, hein, à la fois dans la preview et dans la session de questions-réponses. Alors du coup soyez prêts à ajouter des nouveaux terrains à vos tables. C'est marrant, ils ont augmenté de prix cette semaine sur le site de Games Workshop. C'est marrant. On nous promet un nouveau système avec des couverts qui généreront un certain nombre d'actions selon le type de couvert, qui vont bloquer aussi les lignes de vue différemment selon le type de couvert et offrir une couverture là encore qui va dépendre de la nature de votre décor. Donc effectivement une jungle ne va pas vous protéger comme un bunker le fera, vous ne pouvez pas escalader les arbres comme vous pouvez escalader les restes d'un bâtiment où il y aurait plusieurs étages, etc. Donc en somme, plus d'interactivité, encore une fois plus d'immersion, plus de fun autour de ces décors. Moi je trouve que c'est l'un des meilleurs trucs.
Je trouve que, comme les avions, les décors, je trouve, et la gestion des couverts en particulier, dans la 8e édition n'ont aucun sens. Le fait que ça bloque à peine les lignes de vue, parce qu'on part du principe que si tu vois un morceau de la figue, c'est bon, tu peux la dégommer. Et que, en gros, peu importe le décor, tu gagnes un bonus sur ton armure. Même quand tu vois un Space Marine qui traverse une forêt, tu vas pas me faire croire que les bouts d'arbres le protègent plus que son armure ne le fait d'habitude. Donc pour moi, c'était vraiment un peu ridicule, et surtout j'ai trouvé, en jouant contre notamment des joueurs Space Marine, que ça avantageait vraiment le camping, quoi. T'as des unités qui sont conçues pour améliorer les couverts et qui ont systématiquement un +1 quel que soit le décor sur lequel il se cache. Donc du coup, que ce soit un cratère, un bâtiment ou un morceau de buisson, d'un coup les mecs étaient intuables, quoi. Et je trouve que c'était vraiment, là encore une fois, très ennuyeux, et c'était des unités que tu mettais plusieurs tours à attaquer, et c'était pas très fun, quoi. T'avais ce côté, c'était simple entre guillemets, c'est-à-dire que tous les décors se géraient de la même manière, mais tu perdais de l'immersion et des spécificités en fonction des tables et des terrains sur lesquels tu jouais. Ils ont commencé déjà à faire des petits changements là, mais c'était resté qu'au niveau narratif. Là, je pense que ça sera intégré de manière un peu plus efficace. Et après, on va pas se mentir, les décors, ça reste quand même visuel. Si tu vois une forêt, tu te doutes qu'elle va avoir des effets qui sont pas ceux d'un bunker. Et c'était le cas, je crois, peut-être pas sur l'édition 7, mais peut-être 6. Il me semblait qu'il y avait, j'ai en tête une page du livre de règles qui te décrit 4 ou 5 décors différents, et notamment du coup il me semble qu'il y avait des unités qui interagissaient du coup spécifiquement, je pense aux gardes de Catachan ou aux croûtes, avec les terrains forêt, jungle, etc. Et donc un Space Marine peint en bleu qui fait 3 mètres dans une jungle, tu le vois, un croûte ou un garde impérial camouflé, tu le vois pas, quoi. Donc c'est ce genre d'interaction que j'ai envie de retrouver. Voilà. Après, c'est une très bonne chose. Je pense aussi ils ont dit qu'il allait y avoir des manières d'escalader, d'attaquer au corps à corps depuis un terrain, et aussi que ça soit mieux réfléchi dans le sens où un tank ou une grosse figurine, ils ont pris dans la Q&A le coup d'un Carnifex, je crois que un c'est monstre, ça. en tout cas un monstre tyrannide qui, quand il arrive à côté d'un terrain, en fait, pouvait pas taper des figurines qui étaient au 2e étage parce que lui était techniquement au sol. Sauf qu'en fait, vu sa taille, il atteignait le 2e étage. Donc, je pense que c'est plein de petites subtilités comme ça qui vont complexifier en fait les règles, mais les rendre plus logiques. Ouais. Tant qu'on reste dans un truc très visuel, parce que j'ai envie de dire, si tu m'attaques avec un Carnifex et je suis au 1er étage et je vois le mec fait la taille d'un étage et demi, quelqu'un comme moi te dirait pas, ah non, dans les règles tu peux pas me toucher, donc tu me touches pas. Mais Sauf que y a des dans gens l'état, dans les règles, il ne peut pas, le juger. effectivement. Donc si ça peut permettre d'ajouter un petit peu de clarité à tout ça, tant mieux, quoi. Clarité, nouveau mot. On peut dire clarté aussi. Autre système qui va être pas mal revu, celui des réserves, donc avec plus d'opportunités pour flanquer, aussi pour protéger ces unités. On nous parle vraiment de garder ces unités en réserve pour mieux les utiliser par la suite et éviter qu'elles se fassent dégommer sur les premiers tours qui sont généralement très intenses en termes de tir. Par contre, toutes ces actions vont compter vont piocher dans votre réserve de points de commandement. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve que c'est une bonne chose de représenter une forme de combat qui est peut-être plus, ils nous ont expliqué qu'ils voulaient représenter plus des combats modernes et pas en gros ce qu'on pourrait parodier comme un combat très napoléonien où les batailles, les combattants de la bataille, ils avancent un à un, tour à tour, ils tirent, puis après ils vont au corps à corps. C'est vrai que ces dernières années, on n'a pas vu d'attaque de flanc, les infiltrations sont assez limitées, les arrivées par le ciel aussi. Tu l'as rappelé avec les charges, tu as l'impression que les mecs débarquent du ciel, mais au final ils font rien sur place. Donc ce genre de choses, ça promet quand même de dynamiser le jeu, non ? Ouais, ça je pense qu'en fait ça va venir répondre à un des gros problèmes qu'il y avait eu en V8. Au lancement, toutes les armées qui avaient la possibilité de faire beaucoup ce qu'on appelait les alpha strikes, c'est-à-dire que d'être très très fortes et très impactantes au premier tour, notamment parce qu'elles pouvaient arriver très proche de l'ennemi via ce fameux système de réserve. Ça avait vraiment déséquilibré le jeu au début, et ils avaient changé ça assez vite en autorisant ces arrivées, les frappes en profondeur et tout ce genre de choses qu'à partir du tour 2. Sauf que du coup ça a enlevé pas mal de spécificités à certaines armées. Les unités d'éclaireurs par exemple n'avaient plus de sens parce qu'elles arrivaient au 2e tour alors qu'elles sont censées être en reconnaissance. Ils ont vraiment répondu violemment à un problème qu'il y avait eu dans la V8 qu'ils n'avaient peut-être pas anticipé, que les gens allaient autant projeter leur armée via les réserves. Là, si c'est mieux réfléchi, si les Space Marines qui arrivent en drop pod finalement ne soient pas gérés par la même règle qu'une unité d'infiltration Genestealer, moi ça me semble logique en fait. Ouais, et puis tu peux imaginer des trucs très simples, même si ça rajoute une ligne dans les règles. Typiquement, si les réserves coûtent des points de commandement, pourquoi pas faire payer au prix fort les gens qui veulent arriver tour 1 et 2,
mais en gros chaque tour le prix de ces réserves diminue en fait. C'est un truc que tu vois un petit peu dans les jeux vidéo type jeu de stratégie, ce genre de truc. Tu gardes tes unités en réserve, si tu les recherches ou si tu les envoies au corps à corps dès le début, elles vont te coûter un certain prix et puis par la suite elles te coûtent de moins en moins cher. Donc pourquoi pas, je pense que ça peut être un bon moyen d'équilibrer la chose. Il va falloir qu'on parle des différents formats de jeu, puisque du coup on nous explique que d'une escarmouche à une grosse force on aura le même plaisir. Bon, c'est un peu la tarte à la crème qu'on entend à chaque édition, donc faut se méfier, mais en tout cas les développeurs ont voulu renforcer les différences entre les trois modes de jeu, donc le mode libre, le mode narratif et puis le mode compétitif ou jeu égal. Les missions sont d'ailleurs écrites pour des formats particuliers, donc ça va un petit peu dans le sens de ce que tu disais en parlant de la V8, le fait que tu étais un peu perdu ou pas forcément super intéressé quand tu lisais les missions. Là tout de suite, si on te dit il va avoir tant de décors, il va avoir tant de figurines, tant de points, tes réserves c'est ça, ton nombre de commandements c'est ça peut être intéressant. Tu as un cadre un peu moins libre du coup pour jouer. Tu vas pouvoir, en tout cas les concepteurs vont pouvoir réfléchir sur des scénarios et sur des missions qui peuvent se faire sur des tables plus petites, avec moins de figurines et avec des enjeux qui vont pas forcément être les mêmes, parce que tu ne joues pas la même partie et tu réfléchis pas ton armée de la même manière quand elle fait 2000 points quand elle en fait 500. T'as pas la même manière de penser les rôles, t'as pas besoin forcément d'avoir autant de figurines pour remplir un rôle spécifique. Tu peux te dire, bon bah voilà, on joue à très petit format, j'ai pas besoin de réfléchir ma liste pour pouvoir anticiper toutes les figurines que peut mettre mon adversaire. Je peux entre guillemets me dire, bah tant pis, j'ai pas d'arme avec une force supérieure à 8, j'ai pas d'arme avec une force supérieure à 8, c'est pas grave, il va pas pouvoir me poser 3 IK sur la table et je vais pas être complètement perdu et je vais pas pouvoir jouer, quoi. Donc d'avoir ces scénarios qui vont être adaptés au format, je trouve que c'est une très bonne chose. En plus, ça va te permettre d'avoir des parties à plus petit format, plus simple. Est-ce que ça veut dire la disparition de Kill Team et d'Apocalypse, par exemple ? Ils ont tous les deux dit dans la toute première session de questions-réponses, qui était juste un PDF, que Kill Team resterait. Mais c'est une question qui, je pense, est légitime. Et on en parlait dans notre épisode de Warcry. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de Warcry à Warhammer 40 000 ? C'est qu'il y a quand même énormément de mécaniques qui laissent entendre qu'on grignote quand même un peu le terrain de Kill Team. Le moral et les décors qui te permettent de faire plus de choses, ce sont deux des mécaniques introduites Kill Team par rapport à l'échelle aussi est forcément réduite. Le fait de pouvoir jouer sur juste une table basse de salon ou une petite table à manger et pas être obligé de sortir ta table de jeu. Ta grosse table de jeu qui fait 2 mètres sur 1,50 m, c'est une bonne chose aussi. Ils amènent aussi avec ces nouveaux scénarios et ces nouveaux niveaux de points un changement sur les points de commandement. Avant, pour avoir des points de commandement, donc qui vous permettaient soit d'avoir des reliques supplémentaires, soit de faire des relances, soit d'avoir accès à tous les stratagèmes dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'était en fait en fonction de la construction de votre liste. Et moi, c'est quelque chose que j'aimais bien sur la V8, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était simple de construire sa liste parce qu'on disait, bah voilà, pour, entre guillemets, jouer avec des points de commandement, ce que tu as envie de faire, tu dois mettre 1 QG, 2 QG, 3 troupes, peut-être des attaques rapides, peut-être du support, des élites, et tu avais cette espèce de guide en fait de construction de liste. Là, a priori, il ne va plus vraiment y avoir ça, puisqu'en fait, c'est en fonction du nombre de points auxquels on joue, on va avoir accès à des points de commandement. C'est bien pour les armées qui coûtaient très cher, je pense par exemple au Custodes. C'était très difficile en Custodes d'avoir beaucoup de points de commandement, il fallait vraiment tout de suite jouer à très haut format, donc c'était un peu frustrant, j'imagine, pour les joueurs Custodes d'avoir plein de stratagèmes qu'ils ne pouvaient pas lancer, tout simplement parce que ils avaient tellement peu de points de commandement qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire des trucs un peu fun et d'essayer des trucs parce qu'il fallait les garder pour fiabiliser une charge absolument, parce que sinon ton unité de corps à corps elle n'était pas très intéressante. Là, d'avoir ce niveau de points de commandement qui va correspondre à la taille de ton armée, ça peut être très bien, même si ça peut rendre les constructions de liste un peu plus compliquées, mais ouvrir des portes ou des armées avec que des élites ou qu'avec des motos, qu'avec ce genre de choses. On sait d'ailleurs que du coup les armées qui sont issues d'un seul codex vont être privilégiées sur ce qu'on peut appeler les soupes, donc les mélanges de 2 codex avec sous forme d'alliés, etc. Ce qui est, je pense, est une bonne chose. On nous a aussi un petit peu teasé le fait que les armées thématiques qui pourraient justement être issues de cette fameuse technique de soupe, mais représenter des choses qui existent dans l'univers, puissent être également avantagées. C'est un peu mon grand point d'interrogation sur tout ce qui a été annoncé, ces points de commandement, parce que je trouve que c'est dommage d'avoir mis des points de commandement derrière des structures, typiquement les 2 QG et les 3 troupes que certaines armées ne peuvent pas ou ne peuvent pas facilement faire, ou alors ça oblige les hobbyistes à peindre de 3 fois la même unité, ce qui est
pas très fun globalement. Donc ça met pas toutes les armées à la même enseigne. Donc typiquement, si tu dis c'est le nombre de points, bah, vu que tu es censé jouer à un nombre de points égal, tout le monde est traité à la même enseigne. Mais encore une fois, tu as des armées, je pensais au culte Genestealer, qui est une autre armée que je joue, qui a été conçue avec beaucoup de stratagèmes en fait en tête, et qui fait qu'il y a des unités qui peuvent passer de jouables à injouables si elles n'ont pas le loisir d'avoir des points de commandement. C'est facile à faire avec le culte Genestealer parce que c'est une armée de horde, mais du coup si tu me dis du jour au lendemain, bah en fait t'as plus besoin de jouer de troupes pour avoir ces points de commandement là, ça veut dire que j'en ai combien? Est-ce que ça veut dire que j'en ai 5? Auquel cas bah ça va quand même un peu limiter mon champ d'action, ou est-ce que ça veut dire que tout le monde en a 10, tu vois? Je pense que ce sera plus tout le monde en a 10. Bah, Ils ont dit qu'ils allaient aussi augmenter le seuil des points de commandement. Donc. Bah, j'espère, parce que déjà de base, si tu dois les utiliser pour tes contre-charges, pour battre en retraite, pour utiliser tes réserves, il va falloir quand même une sacrée piscine de points de commandement. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Après, j'imagine que vu qu'il nous parle d'avantager des armées thématiques, qu'elles soient issues d'un seul codex ou non, je pense que des bonus pourront être trouvés, peut-être aussi en ramenant un peu d'idée de oui, ok, tu as tant de points de commandement, quelle que soit ton armée. Par contre, si tu as fait un focus sur les troupes qui sont censées être un peu l'épine dorsale de chaque armée, bah oui, tu auras un petit bonus de points de commandement qui sera peut-être pas aussi sensible que celui qu'on a à l'heure actuelle. Moi, j'aime beaucoup l'idée que la V8 soit très centrée sur les troupes, en fait, plus que sur les élites ou tout ce qu'il y a à côté. Le problème, c'est qu'effectivement, ça a donné lieu à juste en fait une sorte de taxe que les joueurs payaient, et aussi à des listes qui étaient très répétitives et pas forcément toujours très thématiques, quoi. Bah, t'avais des listes où quand tu jouais à Space Marine du Chaos, en tout cas au début, bah, tu ne jouais pas de Space Marine du Chaos. Tu prenais juste des cultistes parce que ça coûtait moins cher, ça te rapportait plus de points de commandement, et tu préférais aller utiliser des points d'armée pour prendre des unités d'élite, pour prendre des véhicules, pour prendre des démons, et ce genre de choses, quoi. Ouais, effectivement. Mais bon, moi je pense qu'en vrai tout ça c'est le lobby du sucre, parce que nous, quand on fait nos parties, on représente nos points de commandement avec des bonbons. Effectivement. Donc là, plus de points de commandement, c'est-à-dire plus de bonbons. Vous pouvez prendre ça avec de l'alcool, des Ça veut dire clopes. qu'on va grossir. Alors avec de l'alcool, c'est pas une bonne idée. Pour l'avoir fait, c'est pas très bien. Bah, surtout si tu commences à avoir plus de points de commandement. Donc buvez avec modération. Mais ce que vous pouvez faire, et qui est moins dangereux pour la santé, c'est de tester le mode de jeu Crusade, qu'on a gardé pour la toute fin des règles et des points ajoutés dans cette 9e édition. Moi, c'est le truc qui m'enchante le plus. Ouais, vas-y, vraiment, chauffe-nous. C'est un mode de jeu qui est en fait un mode campagne, dans lequel, un petit peu de la même manière que Warcry, en fait. On est visionnaire. Vous allez faire avancer votre armée. Donc c'est annoncé que le jeu commencera apparemment à partir de 500 points, et qu'à chaque partie, vous allez pouvoir augmenter la taille de votre armée, rajouter des figurines, et vous allez avoir un petit système de vétérans où si vos figurines ont subi des pertes ou si vous avez eu des morts, vous allez pouvoir les réutiliser d'une autre manière à la partie d'après. Et je pense que c'est un très bon mode de jeu pour faire avec ses potes et pour chacun avancer en fait sur une armée, parce que je prends ton exemple qui a fait une armée Genestealer l'année dernière. En gros, on a attendu que tu aies peint toute ton armée pour que tu joues avec. Tu as dû passer 8 mois sur les figues avant de faire une seule partie avec. Ouais, complètement. Là, tu peins 500 points, ça se fait vite. Ça peut représenter très peu de figurines en fonction de certaines armées. Et je pense que tu as aussi moins ce truc où tu vas devoir te projeter tout de suite dans un projet très long avant d'avoir une vraie réception, avant d'avoir du plaisir en fait avec ton armée. Ouais, et puis ça peut te guider aussi dans ce que tu ajoutes sur ton armée. Tu peux dire, tiens, il me manque ça en fait. Tiens, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de véhicules rapides, ou en fait, je manquais de troupes pour garder les objectifs, et c'est ce que tu vas rajouter à la partie d'après. Mais sachant qu'en plus, si tu as une meilleure gestion des formats, ça peut vouloir dire aussi que tu fais peut-être une game à 500 points d'armée chacun pour commencer, mais ça veut pas dire que tu reviendras jamais à 500. C'est-à-dire que tu monteras peut-être à 3000 un moment, mais tu redescendras à 500, voire même à 250 avec une espèce de commando s'il y a des scénarios qui t'incitent à faire ça. Et tu pourras même du coup te dire ok, cette unité-là, je comptais pas la prendre, mais là on a un scénario qui arrive où il faut que j'ai le pitch est un peu infiltration de territoire ennemi, donc je sais pas, je vais faire des scouts ou je vais faire des commandos orques, ou tu vois. Donc moi je trouve ça me chauffe. Et d'ailleurs, je crois que les bonus que tu gagnes au fur et à mesure des parties s'appellent les points de réquisition. Si je crois était le terme utilisé dans un des Dawn of War, il me semble que c'est Dark Crusade, qui est la 2e ou la 3e extension. Et à l'époque, tu avais une espèce de carte, et du coup, tu avançais dans ton mode campagne, littéralement, et tu avais des points de réquisition qui te permettaient d'appeler justement des vétérans, de faire revenir des persos spéciaux. Donc c'est marrant que ça ressurgisse comme ça. On est là-dedans. C'est vraiment un truc qui, je pense, manquait. En tout cas à la V8, un vrai mode campagne que tu n'étais pas obligé de faire toi-même en fait. Et surtout c'est un mode de jeu narratif, mais qui se limite pas à une seule mission.
C'est-à-dire que c'est vraiment tissé, quoi, et ça te permet, du coup, ça oriente ta collection, l'histoire de ta collection. On sait aussi que ce sera thématisé selon les armées, donc typiquement les Dark Angels vont chercher les déchus, les Blood Angels, ils doivent gérer leurs défauts génétiques, les Thousand Sons, ils vont vouloir collectionner des artefacts, et d'ailleurs on sait que tous les codex qui vont ressortir du coup par la suite auront du coup une session qui est entièrement dédiée en fait au mode de jeu Crusade, et j'imagine du coup vous permettra d'ajouter des reliques ou des points de réquisition spécifiques en fait à votre armée. Et là aussi ça peut être très cool. Des stratagèmes que tu n'avais pas avant et que tu auras au bout de 3 à 4 parties. Pareil, les reliques, des traits de seigneur de guerre et ce genre de choses en fait. Ou même juste des conditions de victoire, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait remarquer ça. Je sais pas s'il nous écoute, mais si jamais c'est toi, eh ben bravo. Mais sur le Warfo, où il disait bah ouais, mais ça peut être super cool, puisque ça veut dire est-ce que ça vaut plus cher d'accomplir les objectifs de ton armée en tant que enfin tes objectifs un peu culturels, tu vois, le côté un peu lore, ou effectivement les objectifs de la partie, c'est-à-dire capturer l'objectif 2. Bon, ça peut rien vouloir dire pour ton chef. Par contre, aller capturer un prisonnier de guerre que tu retrouves des centaines d'années plus tard, ça peut vouloir dire un truc et te rapporter plus gros sur la partie. Donc, il va avoir cette tension entre quel objectif je fais, est-ce que aussi t'empêches l'adversaire de réaliser ses objectifs les plus thématiques, tu vois. Donc, ça que je trouve vraiment cool, la dynamique que ça crée. Et on sait qu'il y aura plein de petits bonbons assez cool, du style si ton héros Space Marine meurt au combat, il peut revenir sous la forme d'un Dreadnought, et je trouve ça vraiment très très cool, quoi. Ah bah quand ils ont dit ça, j'ai su que t'allais être conquis, que c'était un truc je trouve ça allait marcher pour toi. Ah oui, ça marche. Mais ouais, je trouve dans les règles ils se sont inspirés de trucs qui fonctionnaient bien à OS. Là clairement je trouve qu'ils se sont inspirés de Warcry pour ce mode là. En tout cas quand ils ont réfléchi le mode de Warcry, ils se sont dit comment l'utiliser pour nos autres jeux, et Crusade je pense que ça découle de ça. Moi, c'est vraiment, même si tous les changements de règles et tout ça, je trouve ça sympa, je trouve que c'est des bonnes idées. Moi, c'est vraiment ce mode-là qui me chauffe le plus sur la V9. Et comme je disais au début, ce mode-là, il me donne envie de faire deux nouvelles armées, quoi. Mm-hmm. Cette optique de commencer à 500 points. Cet après-midi, j'ai fait une liste Space Marine à 500 points, basée sur les points actuels et sur un petit peu les figurines actuelles et les films que j'aime bien. Ça me fait 15 figs. Franchement, ouais. 15 figs, c'est pas un gros challenge de peinture, tu vois. Non, c'est clair. Alors que si j'avais dit, je commence, allez, je me fais une armée de Salamanders, enfin, j'ai 2000 points à faire. Il me faut un tank, il me faut un Dreadnought, il me faut 15 Marines de base, il me faut des Terminators, il me faut des agresseurs, il me faut... Voilà. Tu peux te laisser guider en fait par le mode, et c'est ça qui est très chouette. Et on espère que du coup dans tout ça on sera accompagné par cette fameuse application dont on nous a aussi beaucoup parlé. Donc on sait qu'elle interagira avec nos codex, donc c'est-à-dire que chaque fois que vous achèterez un codex, vous aurez leur contenu dispo en numérique sur cette application. J'imagine que ça fonctionnera sous forme d'un QR code ou quelque chose comme ça. Ou alors, si vous avez des codex numériques, c'est encore plus simple. Ça nous permettra, on le sait, de créer des listes et aussi de suivre nos parties. Donc, je pense typiquement, le mode Crusade demande quand même d'avoir une espèce de feuille pour chaque unité, les artefacts qu'ils ont pu récupérer, les points d'expérience qu'ils ont pu gagner. Donc, typiquement, je pense que l'application, elle était déjà, comme tu le laissais entendre, très demandée, et avec le mode de jeu Crusade, c'est un mode de jeu qui paraît limite a besoin d'un support d'un compagnon numérique en fait. Donc, ne serait-ce que pour toi suivre et pour montrer facilement à ton adversaire où t'en es et à quoi t'as droit, tout simplement. C'est-à-dire que là t'arrives, j'en suis là à Warcry, t'as ta feuille de campagne, là t'auras ton application avec tout dedans. Reste à voir comment ça va se passer. Est-ce que ça sera une application gratuite ? Est-ce que ça sera une application payante, mais avec un abonnement, si tu veux avoir accès à, je sais pas, les datasheets à jour, ou aux errata, ou tout ça, quoi. Parce que tous ces petits changements de règles, tous ces petits trucs qu'il y avait sur la V8 qui étaient relativement énervants, parce que t'achetais un codex, 35 balles, et 2 semaines après, il y avait un errata, tu devais imprimer 4 feuilles, et t'avais plein de trucs qui changeaient. C'était chiant, parce que t'étais là avec ton bouquin, avec tes feuilles volantes et tout dedans. C'était pas optimal, je trouvais. Non, là, si tu as un vrai support numérique qui te permet de suivre tout ça, pourquoi pas. Pour conclure le sujet du jour, je te propose d'aller vers ce qui est quand même au cœur du hobby, c'est-à-dire les figurines. Petits bonhommes. Les petits bonhommes, les petits soldats de plastoc, puisque on nous a bien sûr teasé pas mal de figos. C'est des gros soldats en plastoc. Des gros soldats en plastoc. Alors effectivement, on a eu la cinématique, puis on nous a révélé un nouveau Space Marine.
un nouveau type de Space Marine, bon, qui sont ni plus ni moins que les Primaris intercessors, mais avec des épées tronçonneuses, donc on n'est pas non plus dans l'originalité la plus totale. Et du côté Necron, un relooking un peu plus zombie mécanique du guerrier de base sur un socle plus gros, donc là aussi on n'est pas dans l'originalité la plus totale, mais ils avaient bien prévu leur coup et ils ont fait travailler les gens, ce qui marche très bien d'un point de vue marketing, et encore plus quand tu as un compte Twitter, et encore plus quand tu t'accapares les réseaux sociaux ces derniers temps avec le hashtag Warhammer Community. Et donc du coup tous les gens y ont été de leur petit data mining et ils ont trouvé des photos des figurines qui formeront la nouvelle boîte de base. Donc on va les passer en revue, on les mettra quelque part. De toute façon vous les avez vus sur les réseaux sociaux de Landrider, donc allez checker ça @LandriderPod sur Facebook, Twitter ou Instagram si ça vous botte et que vous n'avez pas encore eu la chance de voir ces superbes figurines. Passons Elles sont belles. Elles sont en très, revue très belles. le contenu de la boîte Space Marine, mon cher JB. Ce que je te propose, c'est que je te balance un truc et tu m'arrêtes si tu as envie de dire un truc particulier, d'accord ? Ok. Donc on aura un capitaine Space Marine. Et ça c'est D'accord. normal, ça c'est bien. Ça c'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est que mon cher Jean-Baptiste, il possède un bouclier particulièrement stylé où il y a un squelette dessus et une épée, et il a l'air très vénère et il a l'air très gothique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a vraiment vu juste quand on a dit que les Space Marines, même les Primaris, allaient redevenir gothiques au fur et à mesure des sorties ? Est-ce qu'on avait vu juste Jean-Baptiste ? Je pense que oui. Est-ce que dans notre épisode sur les Space Marines, on a dit que ce qui serait bien, ça serait des unités d'assaut, des motos et un peu plus de gothique ? Ouais, On est fort. on est fort. On est assez fort. Qu'est-ce que tu penses de ce capitaine ? Et d'ailleurs, il y a aussi un lieutenant qui, du coup, est armé du même bouclier. Donc, tu peux faire d'une pierre deux coups. Bon, je vais même faire d'une pierre 3 coups. Ouais, parce que j'ai même rajouté l'ancien avec sa bannière. Après, c'est vrai que, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je revois du Marines gothique et du coup, j'oublie limite la couche Primaris dessus. C'est-à-dire qu'à part le backpack, ils n'ont pas le casque qu'ils ont d'habitude d'ailleurs, aucun de ces persos. Pour moi, je revois juste le Space Marine remis à l'échelle avec un tabard, avec une bure, avec des lauriers, tu vois, tous des détails comme ça qui avaient disparu. Et donc, c'est des je suis filles conquis. qui crient Black Templar quand même. Ah, c'est clair, mais d'ailleurs, la gamme semble conçue pour tous les chapitres non ultramarines ou non tactical, quoi. C'est-à-dire, les mecs qui aiment Black Templar, ils ont tous fait yes, ok, c'est bon, je m'y mets. Les Blood Angel pareil, les Dark Angel Les aussi. White Scar avec les motos, Ah ouais. tu vois, genre, tout le monde a aimé ça. Donc, Tous les gens qui ont des épées ont aimé ça. Ouais, voilà. Non, mais fondamentalement, tous les joueurs Space Marine, je pense, aiment ça. Et même les joueurs qui, comme moi, sont assez fans du côté tactical, retrouvent là-dedans les Space Marine qu'ils aiment. Donc, super cool. Avec des petits détails comme le fait que le lieutenant possède une arme Volkite, qui est du coup un truc de l'Horus Heresy, qui refait son retour. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Qu'est-ce que tu penses des vétérans, les Blade Guard ? D'ailleurs, on notera qu'aucune de ces unités ne termine en or, ce qui est pas mal. C'est Après, toute une gamme en or. Assault Intercessor. Oui, mais Voilà. bon, ils ont Oui, été oui. nommés avant, Ouais. toi-même tu sais. Ouais. Les vétérans, je les aime beaucoup. Je trouve que je les aime bien avec les petits halos, avec la bure, les nouvelles épaulettes, les épées, les boucliers. Ils sont très très chouettes. Ouais, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles ces trois figues-là. On garde ce principe que maintenant les unités un peu d'élite Primaris, c'est trois figues. C'est 3 figues plus 5. Voilà. Mais moi j'aime bien. Je pense que ça permet aussi de mieux représenter peut-être la puissance du Space Marine. Le côté très élite de cette armée. Surtout que je pense qu'ils vont être durs à tuer avec ce bouclier, ces 2 PV, etc. Est-ce qu'on passe tout de suite à l'autre figurine de corps à corps Mhm. de la boîte, Mhm. le Judicar, Mhm. qui je pense est la plus belle figue de la boîte. Mhm. Tout le monde est d'accord pour dire ça, elle est incroyable. Mhm. C'est un chapelain, mais en même temps, ça a l'air d'être un exécuteur avec cette épée où c'est écrit Terminus, il me semble, dessus. Ouais, il me semble. Alors, de ce qu'on sait de ce nouveau type de chapelain ou de cette variante de chapelain, c'est en gros l'exécutant, le bras droit du maître de chapitre, le mec qui l'envoie quand il y a un capitaine qui éventuellement ne voudrait pas faire ce que lui demande son officier direct. Donc globalement chez les Space Marines c'est assez rare de toute façon de ne pas obéir, mais quand on voit ce genre de type on imagine que ça devient un peu plus rare encore. Mais effectivement il a vraiment ce côté chapelain exécuteur. D'ailleurs j'ai vu un mec sur un groupe Facebook qui a créé cette figue avant qu'elle existe. Il n'a pas le sablier qui est un détail assez cool et encore une fois très gothique, très Warhammer, mais il a vraiment l'épée posée comme ça, quasiment la même épée, tu sais, sans pointe et tout. Et le gars il fait je suis trop content de faire ma conversion, je n'ai pas besoin d'acheter la figue, je suis refait et tout. Mais il trouvait la figue super belle. Il y a ça, il y a ce petit détail, le fait qu'il ait qu'une seule épaulette qui donne un peu l'impression genre qu'il Il a détaché son manteau pour voilà, pouvoir... c'est ça, qu'il aurait lui-même enlevé son épaulette et son manteau pour avoir plus d'amplitude avec son bras et son épée. Et là tu reconnais un peu les images de Templiers que tu vois où tu sais justement pour toutes les décorations entravent un petit peu leur mouvement de l'épée, donc il les place sur le côté, super classe. Il laisse tomber les atours au moment où
faut chlasser. Faut défourailler, ouais. Il y a juste un truc qui me chagrine un peu, c'est qu'il a un masque. Alors après, c'est vraiment un détail, mais j'ai du mal à comprendre son visage. Il a un masque crânien des Chaplin. Avec un crâne, mais avec comme s'il avait un voile sous le nez. Comme s'il avait un masque chirurgical, c'est une tête, hein, tu la changes la tête. Oui, éventuellement. Tu mets une tête de River où tu as bien un crâne et puis voilà. Quoi. Ouais, je pense que très clairement. Chaplin classique. Ouais. Très clairement, ça va être une des figues qu'on va voir un peu partout de toute façon dans les mois à venir, les années à venir. On verra ce qu'elle vaut sur la table, mais je pense que juste en termes de modélisme et de figurines, il y a beaucoup de gens qui vont la prendre juste pour la peindre et peut-être faire des conversions. Ou je pense que c'est une figue qu'on retrouvera dans les concours de peinture aussi parce qu'elle est quand même super belle avec l'épée, le sablier. Tu peux travailler un OSL par exemple depuis le sablier. Tu peux venir faire beaucoup de choses en fait sur cette figurine-là. Donc je pense qu'on la verra beaucoup. Ok. Celui qu'on verra peut-être moins, c'est le Chaplin. Chaplin plus classique. C'est cool d'avoir un Chaplin et très clairement la boîte est très orientée vers le corps à corps, donc ce qui renforce un petit peu les discours de nos amis développeurs sur cette nouvelle édition. Il va chanter des petites prières qui vont booster les mecs autour. Il y a des gens qui disent que c'est Cassius des Ultramarines qui avait déjà été refait, pas en Primaris mais à l'époque de la sortie de Deathwatch sous la forme d'un jeu où il traquait des Eldar. J'adore ce perso. Cassius, c'est un de mes persos préférés, peut-être mon perso préféré chez les Ultramarines. Mais alors très clairement, je ne reconnais pas Cassius. Et sur une boîte de base, je trouve ça bizarre d'avoir un héros nommé. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucun crâne ultramarine qui est sculpté, aucun logo qui est... Non, mais il n'y a pas de raison de mettre un perso nommé dans une boîte comme ça, parce que forcément, tu prives certains joueurs... Déjà, les gens qui veulent le perso vont être obligés de prendre la boîte. Je sais pas, si tu adores les Blood Angel... t'as pas envie d'acheter un personnage ultramarine. Non, clairement. Donc je pense que c'est juste une variante du Chaplin qui existe déjà, avec peut-être un autre équipement. D'ailleurs, je suis curieux de voir si Games Workshop, de la même manière qu'ils ont abandonné les noms en or, vont juste donner plus d'équipement au Chaplin, voire même faire en sorte que ce Judicar puisse être une sorte d'amélioration ou qu'il n'y ait pas vraiment de différence en fait au-delà de l'équipement. Parce que je trouve qu'il y a aussi ça qui a changé, c'est que maintenant, chaque variante de figurine, notamment dans le Codex Space Marine qui fait quasiment 200 pages, t'as l'impression que le moindre mec, s'il y a un truc qui change sur son armure, c'est un profil différent, tu vois. Et des fois, t'es un peu perdu. Alors, ancien en armure Terminator, Primaris ancien en armure normale. Bon, bref, vous voyez les c'est vrai que la gamme Space Marine, elle a beaucoup de figurines et elle va en avoir encore plein d'autres. Hein. Visiblement. Elle aura également, on terminera par les intercesseurs d'assaut, des Outriders, les motos Primaris. Les motos Primaris, dont on parlait justement à l'époque dans notre épisode 2. On n'a pas encore le Landspeeder, mais ces motos, je pense que c'est mes figues préférées de la boîte. Je trouve qu'on reconnaît un langage visuel, c'est Jess Godwin qui est l'un des dessinateurs / concepteurs en fait de Warhammer et qui était sculpteur avant ça, mais qui parle de cette idée-là de vocabulaire visuel dans différents podcasts et tout. Et je trouve qu'on retrouve dans l'espèce de cadre de la moto, on retrouve les tourelles, tu sais, des Land Raiders ou du Razorback, etc. Des vieux détails, des formes comme ça que tu reconnais. Très carré, très cubique. On a aussi sur l'avion, j'ai oublié le Storm Raven. Tu me poses une question, je l'ai pas. Storm quelque chose. Voilà, sur l'espèce d'hélicoptère là, Space Marine. Voilà, c'est vrai que la moto, elle ressemble en fait à un petit tank Space Marine, donc elle est vraiment bien intégrée, je pense, au reste de la gamme. Mais elle ressemble d'ailleurs aux motos précédentes. À l'arrière, en tout cas, elle est un peu plus allongée. Il y a toujours ce côté un peu Judge Dredd dans le feeling, mais le pot d'échappement et l'arrière de la moto, c'est exactement le même, mais refait à l'échelle. Et du coup, tu as un feeling de nouveau et d'ancien à la fois, et de juste terriblement cool, quoi. Enfin, vraiment, en plus, cette surface lisse là, sur laquelle tu vas pouvoir peindre des trucs, rajouter des trophées si tu joues White Scar et tout, c'est un bonheur. Franchement, cette figue crie genre rajoute-moi des trucs. Et puis bon, j'ose même pas imaginer s'ils commencent à faire un capitaine à moto ou une moto d'assaut. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire à partir de ces Outriders. Mais est-ce qu'on aura des capitaines Outriders, on aura des Assault Outriders? J'ai hâte de voir ça. De toute façon, ils l'ont dit que c'était peut-être la moto Primaris, une des figurines qui avait été le plus demandée par la communauté, et notamment je passe par les joueurs White Scar, parce que le principe d'une armée White Scar, c'était des motos, et c'était encore des vieilles figurines, c'était pas très intéressant de les jouer avec les Primaris et tout maintenant. Les joueurs White Scar, ils vont être aux anges là. Mais elles sont pas anti-gravité, elles ne volent pas, non. Contrairement à ce que les gens auraient pu attendre. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient surpris, ou voire déçus. Moi, je pense que ça se convertit au pire, mais... Je suis content que ça reste des motos comme avant et que les véhicules anti-graves soient pour les custodes, tu vois, comme ça différencie vraiment.
une moto Space Marine d'une moto Custodes, c'est pas la même chose. Ouais, effectivement, c'est clair. Mais je pense qu'ils voulaient juste pas refaire en fait le même type d'unité. Les Custodes n'ayant pas de chars antigraves, c'est les Space Marines qui les ont eu et je pense qu'ils fonctionnent comme ça, quoi. Donc là, typiquement, on a eu des chevaux mécaniques pour l'Adeptus Mechanicus. Je pense qu'on ne verra plus de chevaux mécaniques pour la garde impériale, qui est un truc que les gens demandaient depuis des années, tu vois. Donc, encore une fois, le cahier de doléances CP6. Passons du côté Xenos, parce que je crois qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas parlé des intercesseurs d'assaut. Bon, c'est des intercesseurs avec des tronçonneuses. Ils sont en train de courir. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui qui n'a pas la tronçonneuse sortie, qui court juste avec le bolter et la main en avant. Il a un côté Tom Cruise, je dois le dire, que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient des épaulières et une espèce de petit gantelet, de surgantelet qui laisse suggérer qu'ils ont été entraînés dans cet art de la guerre au corps à corps. Ils partagent tous cette espèce de logo qui est une sorte de crucifix. Ils l'ont tous dans cette boîte, sauf les motos. Donc je pense que ça veut dire quelque chose dans le lore, on ne sait pas encore quoi. Ça veut dire nous on se bat au corps à corps. Voilà, c'est ça. Donc regarde bien la croix, c'est la dernière chose que tu verras. Ça vient combler des manques qu'il y avait dans la gamme Primaris. C'est super intelligent dans ce sens. Je trouve que ça manquait de figues de corps à corps, elles arrivent. Ça manquait de motos, elles arrivent. Ça manquait peut-être de personnages un peu différents, ils arrivent. Voilà. Et toutes ces figues, à part peut-être les motos, le côté gothique et grimdark, il est revenu à fond, quoi. Ouais, à fond, complètement. Et après, si t'aimes le côté tactical, c'est t'as de quoi faire. Ouais, c'est clair, t'as de quoi faire, ou même t'enlèves 2-3 détails, et je pense que t'y retournes, quoi. Donc, rien ne t'empêche de prendre des corps de Phobos et de leur mettre des épées tronçonneuses et de dire que c'est des intercesseurs d'assaut, quoi. Voilà. Ouais, beaucoup de gens l'ont fait d'ailleurs avant, mais ouais, moi je trouve ça hyper cool. Pour moi, il y a pas de faute dans cette partie Space Marine. Contrairement à Dark Imperium qui par exemple je pense notamment au capitaine, je trouve était abominable. Le capitaine en Gravis, je l'ai mais je le trouve pas beau. Chaque fois que je le vois, la pose est chelou. La pose est chelou et à chaque fois que je le vois je me dis oh putain j'aurais dû faire des efforts, mais très clairement la fille m'avait pas motivé, donc du coup je l'ai vraiment fait quasiment tel quel. Mais voilà, à part le chaplain qui est peut-être un peu classique, franchement j'ai rien à redire. Côté Necron, on va passer peut-être un peu plus vite parce qu'on a moins d'expérience là-dessus, même si je pense que ça pourrait être intéressant, dites-nous si vous êtes d'accord, de faire un épisode sur les Necrons à l'approche de cette V9, peut-être vous les présenter en parlant surtout lore et figurines, mais je pense qu'on attendra peut-être la sortie de la V9 pour voir l'évolution du lore vraiment avec eux, parce qu'il y a Paria qui arrive avant, donc je pense que le lore Necron va pas mal bouger dans les prochains mois. Claire, hein, c'était pas pour tout de suite, mais effectivement si ça vous intéresse, faites-nous signe. Alors dans cette boîte de base, donc on aurait les Necrons, alors ce sont des aliens qui sont prisonniers malheureusement de leur corps métallique. C'est une sordide histoire qu'on vous racontera un autre jour, mais reçoivent pas mal de renforts. On va peut-être commencer, on va faire l'inverse, on va commencer par les troupes de base, puisqu'il y a 20 guerriers Necrons, donc on imagine 2 x 10. Moi ce que j'aime avec ces guerriers Necrons, c'est qu'effectivement ce côté zombie me parle beaucoup, et je trouve donne pas mal de personnalité, parce qu'il y a des figurines où tu te dis oh putain je dois en peindre 20, ça va être chiant. Mais je crois que de ce côté-là, les guerriers Necrons se posent quand même comme les suprêmes vainqueurs. Toutes les figurines sont identiques, on a même tête, les mêmes bras, les mêmes jambes. Et là, c'est plus le cas. Et du coup, je trouve ça hyper cool. Ça amène un peu de personnalité à chacune des figues via des petits trucs, des petits éclats au niveau des visages, les poses qui sont un petit peu plus dynamiques, forcément, vu que c'est des nouvelles figurines et que si c'est dans la boîte de base, ça sera des figurines easy to build, donc où vous n'avez pas besoin de colle a priori pour les monter, donc elles peuvent se permettre d'avoir des poses un peu plus dynamiques. Ça peut être sympa d'avoir ça, mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup sur ces nouveaux guerriers Necrons, c'est le nouveau schéma de couleur. Dont on avait parlé dans l'épisode précédent. C'est pas tout à fait le même que celui-là la dernière fois, puisque là, je trouve que ça leur donnait un côté limite, on a l'impression que c'est de la peau et de la chair un peu organique, ouais. métallique en fait. Et je trouve que ça rend super bien. Cette de cuivre un peu rosé sur les guerriers, ça leur amène beaucoup de personnalité. La disparition du tube vert fluo aussi, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé, mais ouais. Parce qu'avant, les armes Necrons étaient fournies avec un petit bout de plastique vert. Un petit tube en plastique vert fluo, qui était un petit tube en plastique vert fluo, quoi. C'était pas génial, quoi. Donc il y a pas mal de gens qui les repeignaient déjà, qui faisaient autre chose avec. Là j'ai l'impression qu'il a disparu et que il a disparu, hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Ouais, mais on verra peut-être sur la version multi-pose et sur le kit complet, peut-être qu'il sera encore là. Non, j'y crois pas trop, mais voilà, parce que c'est des armes, c'est des Gauss Blaster, c'est ça. Là ils ont l'air de les avoir intégrés via des petites capsules rondes dans les armes, plutôt que ce tube en plastoc qui était déjà le qui cas, dénotait quand même vachement à partir du moment où tu avais bien peint ta figue, quoi.
Ouais, c'était effectivement déjà le cas dans les figurines les plus récentes sorties pour la gamme, notamment tout ce qui est Terreur d'élite, etc. Alors on me dira, c'est peut-être pas exactement des armes Ghost, mais t'avais déjà ce feeling de t'as des petits ronds qui ils sont irradiés d'énergie. Moi j'aime bien ce feeling. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, du coup maintenant les guerriers Necron ont aussi accès à des armes spéciales, donc ce qui rajoute aussi un petit peu de. On va avoir 2 types d'armes. Ouais. Soit un où c'est un canon avec du coup 4 ronds d'énergie. Soit c'est un truc, c'est 2 canons avec 2. Quoi. Donc, ouais. Est-ce que ça va être des variantes assaut, tir rapide? Je pense que c'est ce genre de choses, mais mine de rien, ça permet aussi de panacher un petit peu aussi ce que tu fais d'un point de vue hobby, c'est très cool. Et très clairement, il y aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Je commence par le Scorpec Lord, donc c'est un nouveau type de seigneur Necron. Scorpec parce que il est sur des pattes un petit peu comme un scorpion. Il est balèze, il a l'une de ses nouvelles armes. Il a une grosse griffe. Une griffe, il a une griffe. Ça a l'air d'être une grosse griffe quand même qu'il a dans la main. Et puis il a quand même une lame, donc il a 4 bras ou 3 bras quoi. Ouais, il est pas là pour déconner. Ouais, très clairement. On le voit à la fin de la cinématique, c'est lui qui écrase cette pauvre sœur de bataille. Ouais, RIP. Mais je sais pas ce que t'as pensé de cette figue. Moi, je la trouve pas mal. J'ai vu des gens dire que c'était pas mal chargé. Je suis peut-être habitué en tant que joueur culte, Gene Stealer, à voir des figurines avec 3 ou 4 bras. Donc moi, ça m'a pas choqué, mais les gens disaient ça m'a pas choqué non plus. J'ai bien aimé le principe, les 3 pattes en fait. Le côté araignée, mais sur 3 pattes, donc qui donne un côté animal, mais en même temps très mécanique et qui marche très bien avec les Necrons. Et ça évite d'avoir le truc de c'est des araignées en métal quoi. Ouais. Vu que c'est 3 jambes, c'est un peu différent et je l'ai trouvé vraiment très bien ce Lord. La figue elle a l'air assez grosse en plus. Ouais, elle a l'air balèze parce qu'on l'a vu à côté des Scorpec Destroyers, qui sont en gros sa garde, qui sont sur le même format au niveau des jambes, mais vu qu'ils ont une paire de bras en moins et qu'ils ont juste une lame, du coup se battent au corps à corps, paraissent tout de suite moins impressionnants, mais les figues sont là aussi super. En fait, je trouve que ça ramène vachement de charme. Tous ces figurines avec des membres un peu chelous, des corps d'araignée. Il y avait déjà ce côté-là, je pense au Destroyer notamment, qui est en gros un guerrier Necron qui flotte sur une espèce de gros moteur. c'est un peu étrange. Il y avait les espèces de scarabées, là, les Wraiths. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était très animal du coup et on retrouve de plus en plus de formes comme ça qui rappellent soit les rois des tombes pour Fantasy Battle ou même pour Age of Sigmar les Ossiarch. D'ailleurs il y a quand même peut-être même l'une des deux alliances, on reparlera des autres figues qui ont été révélées, mais parfois j'ai vraiment l'impression de voir la version futuriste et ils sont pas été cherchés très très loin dans les archétypes, mais ça reste des types dans des tombeaux spatiaux qui se réveillent d'un coup pour foutre la gueule sur le premier venu. Je simplifie bien entendu avant que les joueurs Necros se sentent offensés. Continuons avec du coup 2 autres héros. Ils sont inconnus pour l'instant, on ne connaît pas leur nom, donc on va juste un peu les décrire. Il y en a un qui semble être accompagné de 2 nuées de scarabs. Donc c'est peut-être comme Seras, l'un des mecs qui du coup est l'un des scientifiques on va dire de la race Necron. Ça me paraît logique qu'il y ait un type pour faire ça dans une boîte. De là à le comparer à un Chaplain Space Marine, c'est un petit peu un pas que je n'oserais pas franchir. Mais effectivement, c'est une mécanique, les scarabs, la reconstruction des corps mécaniques, etc., qui est super importante dans l'armée Necron. Donc j'imagine qu'un petit perso qui va buffer ou toucher à tout ça, ça paraît assez... ça peut peut-être il peut prendre un peu le rôle par exemple des sorciers, je pense dans les armées du chaos qui se chargent de faire des invocations de démons. Lui il peut peut-être être là en fait pour créer des nuées de scarabs parce que c'est quelque chose qu'il y avait dans les armées Necron, toutes ces socles où il y a plein de petites bestioles mais qui étaient un peu là sur le champ de bataille, qui n'avait pas vraiment de sens en tout cas. Il me semble qu'il y a une grosse figue qui en crée, mais peut-être que Mécarachnide. D'avoir peut-être un personnage qui permet soit de contrôler cette figurine-là, soit qui est un petit peu celui qui donne les ordres à ces figurines-là. Ça peut créer même en termes de jeu des dynamiques assez sympas, où par exemple lui peut peut-être soit en créer des nouvelles, soit les faire se déplacer à distance, faire ce genre de choses. Ouais, c'est un Cryptek d'ailleurs, je cherchais le nom, je pense que ça se rapproche d'un Cryptek, c'est peut-être d'ailleurs même juste une variante d'un Cryptek, il y a déjà plusieurs figurines qui existent pour ce type de perso-là. Une qui n'existe pas encore, c'est l'autre héros inconnu, qui lui ressemble plus à un immortel. Alors un immortel c'est juste une version balèze et qui a été à la salle du guerrier Necron. Il a un gros gun. Il paraît plus grand que les nouveaux guerriers Necron, donc ce qui automatiquement le rend peut-être plus grand qu'un Space Marine, donc il faut pas déconner avec ce bonhomme-là. Un gros gun. Mais il a l'air d'être tout seul sur la photo,
Donc on peut imaginer que c'est un personnage qui se rapproche du cadre Fireblade pour Leto. Donc c'est en gros une sorte de lieutenant qui va booster le tir, diriger juste les rayons sur l'ennemi. Une sorte de buffer comme ça qui va traîner avec une grosse arme lourde derrière. Ça peut être l'occasion aussi, si tu peux jouer ces petits QG ou ces petits choix d'élite là, justement de parfaire, d'ajouter des points dans tes armées. Je pense que ce genre de perso permet typiquement dans un mode comme Crusade d'ajouter des points sans trop te prendre la tête. Donc plutôt très chouette. On a aussi 3 Canoptech Plasmacytes. Alors là on connaît le nom via un reveal des rendus 3D de ces figurines. C'est un leak, hein, je sais pas d'où ça vient, mais on est tombé dessus. Ça a l'air d'être des gros scarabs mais qui sont petits. Donc en fait c'est ce genre de... Je sais pas, ils sont là, ils sont 3, ils sont répartis à travers les nouvelles figurines de cette boîte. Donc je sais plus comment ça... Je crois que ça s'appelle les spormines chez les tyrannides. Ces espèces d'entités cheloues, de pieuvres qui volent comme ça sur le champ de bataille et vont se faire sauter sur le premier venu. Peut-être que c'est quelque chose dans ce genre-là. Je sais pas, toi tu voyais autre chose Non, et puis c'est peut-être, je vois des figues avec des comportements automatiques en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'est le genre de peut-être une sorte de drone qui protège les héros. Ou qui, en fait, une fois qu'elle est déployée, tu peux lui donner des ordres, peut-être avec l'autre figurine dont on parlait tout à l'heure, et qui après, effectivement, si un ennemi s'approche, un certain nombre de pouces explose ou déclenche un effet de tir automatique. Ça va peut-être varier les gameplays Necron, parce que les armées Necron fonctionnaient quand même principalement comme ça, avec ce protocole de réanimation où tant que t'as pas décimé une unité complète, elle peut potentiellement revenir à effectif complet au prochain tour. Mais c'est ça qui est cool avec cette boîte de base, c'est qu'à part les guerriers Necron, aucune des figurines n'existe vraiment encore aujourd'hui, donc ça peut certes créer des nouvelles figurines, mais aussi des nouvelles mécaniques, des nouveaux gameplays, donc ça c'est très chouette. Et d'ailleurs la dernière figurine va forcément faire beaucoup parler d'elle, puisqu'on l'a vu sur cette photo et sur d'autres. C'est un espèce de véhicule quadripode qui ressemble au tripode de la Guerre des Mondes, c'est-à-dire des jambes très fines et très longues. Je trouve vraiment inquiétant. En plus, comme tu te disais, le schéma de couleur laisse un peu créer une sorte de confusion entre le côté organique et le côté métallique. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette figue là. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de cette bestiole qui du coup est un sacré véhicule pour les Necrons, mais pas un véhicule qui flotte contrairement à la norme. Ouais, du coup ça on rejoint le côté arachnide, araignée qui a l'air d'avoir repris vraiment sa place au cœur des Necrons. Et c'est vrai, le côté Guerre des Mondes, avec cette figure très filiforme et cette grosse entité en haut qui ressemble un peu à une base de destroyer, en fait, mais à l'envers, avec des grandes pattes. Encore une fois, le vocabulaire visuel des Necrons, quoi. On sait direct que c'est une figue Necron, mais effectivement, on n'a jamais vu quelque chose comme ça dans les armées Necrons. C'est intéressant d'avoir mis les Necrons face aux Space Marines, parce que c'est pas une armée qui est très emblématique de l'univers de 40K, mais c'est une faction relativement jeune en fait. Mais là, je trouve que toutes les figues ont vraiment, à part les guerriers, mais parce que c'est des guerriers, ont vraiment une personnalité propre et apportent du charme aux Necrons, ce qui en manquait peut-être un petit peu parce que c'est une armée qui avait pas un visuel fort, mais qui avait pas énormément de variantes en fait de ce visuel-là. D'un point de vue tout bête, quand on avait des rumeurs qui nous annonçaient une boîte de base Space Marine Necron, j'étais là en train de me dire, alors même si c'est des Necrons et qui sont bien, il y a plein de gens qui vont juste acheter la boîte pour les Space Marine et qui vont vouloir revendre les Necrons. On a vu fleurir pas mal de gens qui veulent faire des Necrons maintenant. Et voilà, ça a réussi à donner beaucoup d'amour à cette armée, et tant mieux, quoi. Bah ouais, tant mieux. Et puis surtout, on sait que c'est que le début d'une nouvelle gamme, un peu comme la Death Guard pour l'édition 8 et Dark Imperium. On ne sait pas encore comment va s'appeler cette boîte. Peut-être qu'elle s'appellera Dawn of Fire aussi, comme la saga de roman. Mais moi, je trouve que ce qui a été montré sur le site Warhammer Community, qui est en gros une version meilleure qualité d'un leak qui était tellement populaire qu'il fallait officialiser, donne super envie. On va pas revenir dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à analyser, notamment potentiellement un nouveau Cthulhu ou une nouvelle écharde Cthulhu, une espèce de créature fantomatique, un morceau d'un ancien dieu réduit en esclavage par les Necrons, qui est là aussi un mi-fantôme, mi-organique, et puis il y a une troisième moitié qui est elle plus mécanique, et je la trouve ouf la figue, je sens qu'on va la voir partout. Il y a le Silent King, qui est du coup le fameux Necron dont on parlait dans l'épisode précédent, et il y a aussi en gros toute la gamme originale des Necrons sortis dans les années 2000, donc le Destroyer, le Monolith, les guerriers, en gros tout ce qui n'a pas été refait jusqu'à présent. Je pense que la gamme va juste garder les immortels, les gardes prétoriens, ceux de corps à corps, prétoriens et quelques personnages, mais il y a quasiment toute la gamme va être refaite. C'est trop bien.
C'est trop bien, et surtout ce qui est cool, c'est que de la même manière, alors c'est peut-être moins visible parce que c'est une armée qui est moins emblématique, tu le disais, mais de la même manière que quand je regarde la photo Space Marine, j'ai un feeling de c'est des Space Marines, mais pas forcément des nouveaux Space Marines. Tu vois, il faut que je zoome et que je regarde les détails pour voir, ah ouais, ok, c'est Primaris, c'est pas la même échelle, etc. Mais j'ai un vrai feeling, c'est nouveau, mais en même temps, c'est le truc que j'aime, tu vois. Et avec les Necrons, je trouve qu'ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire que quand tu vois sur cette autre photo, par exemple, le nouveau Destroyer, qui est un design complètement teubé, hein. Enfin, tu vois, genre, je n'ai jamais compris. Mais genre là, je revois et je suis en mode, ok, ils sont revenus à Jess Godwin. C'est un nouveau Destroyer, c'est toujours le même, mais il est toujours trop bien et ils l'ont pas effacé au profit de. Tu sais, ils ont pas dit, bon, allez, maintenant tout le monde est sur 3 pattes et c'est ça l'identité visuelle de la gamme, tu vois. Pareil, ils ont pas enlevé le monolithe qui est peut-être la figue la plus emblématique, tu vois, de cette gamme-là aussi. Parce que quand elle était sortie, c'était pas la figue la plus grosse qu'il y C'était avait. l'une des plus grosses. Voilà. Ouais, moi, je me rappelle quand je l'ai vu la première fois avec cette espèce de gros prisme justement de plastique vert. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait même les portes, je crois, qui étaient en plastique vert, un peu en mode Stargate, tu sais, qui téléportait des Necrons. Enfin, je trouve ça trop cool qu'ils refassent cette figue. J'ose même pas imaginer combien elle va coûter, ni même le Silent King. Mais très clairement, encore une fois, ce feeling de nouveau mais respectueux du passé, tu vois, tu vois, comme on dit, respect the past, embrace the future, tu vois, genre j'ai vraiment ce feeling là quand je mate les deux gammes, alors que je m'attendais éventuellement à ce que les Space Marines soient un peu nostalgiques, mais que Necron potentiellement ça part dans une toute autre direction. Et du coup la seule doléance que j'ai, c'est effectivement il y a certains personnages Necron qui ressemblent quand même vachement aux Ossiarch qui sont sortis il y a même pas un an, donc ça fait quand même, si tu joues aux deux jeux, ça fait quand même deux types d'armées qui sont à peu près identiques visuellement. Mais bon, tout le monde ne joue pas aux deux jeux. Voilà, tout le monde ne joue pas aux deux jeux. Tout le monde n'a pas envie de faire l'armée squelette des deux jeux. Si tu joues à AOS et à 40 000 et que tu fais des Space Marines et des Stormcast et que tu les fais en bleu avec des épaulettes blanches, effectivement, tu vas avoir des filles qui se ressemblent. Mais Ouais, mais je suis pas exactement d'accord avec ta métaphore, mais on n'a pas le temps d'en débattre. Parlons plutôt quantité de figurines et prix potentiel, puisque du coup, on aura sans doute un livre de règles, les accessoires. On aura du coup plus de 50 figurines. Du coup, je crois que c'est 32 figurines pour les Necrons et 21 figurines pour les Space Marines. Donc, c'est à peu près le même contenu que Dark Imperium, la boîte de base de l'édition précédente, qui était vendue pour 125 €. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une petite augmentation de prix déguisée? Est-ce qu'on va passer à 130? Est-ce qu'on va passer à 140? Est-ce qu'on va passer à 145 plus? moi, je mise sur 150. Moi, je mise sur 125. J'ai pas envie que ça augmente. Et je trouve que même s'il y a des boîtes d'armées, tu me le faisais remarquer en off, qui sont maintenant à 120, 125 €, que du coup, là, tu as quasiment deux armées pour le même prix, ça paraît bizarre. Je pense qu'il y a toujours besoin que la boîte de base ait ce prix d'appel à 120 balles et que ça peut pas aller au-delà de là. J'aimerais bien, mais vu les politiques tarifaires actuelles, vu les prix maintenant, effectivement, des boîtes quand tu as deux factions et tout ça, je serais content que tu me donnes tort. Hein. J'ai du mal à la voir, entre guillemets, en dessous de 150 € pour la quantité de matériel qui est proposé dedans, pour effectivement le livre de règles. J'imagine des trucs, c'est que si par exemple l'appli est payante, peut-être que tu auras 1 mois ou 2 mois gratos d'appli dans la boîte. Arrête de me faire peur avec des filouteries que je te rappelle qu'il y a des boîtes AOS qui ont augmenté de 20 € parce qu'ils ont rajouté un petit livre de 10 pages. Ouais. T'as le roman, peut-être, qui pourrait être intégré à la boîte aussi, s'ils veulent vraiment mettre l'emphase sur le lore avance en même temps que le jeu et tout est connecté, tout est lié. Après, si tu me dis que c'est 150 € mais que j'ai ça, 2 mois d'app et un roman, je te dis ok. Mais si tu me dis que c'est 150 € pour le contenu de Dark Imperium qui était vendu à 125, là je dirais pourquoi 25 balles de plus, les gars? Mais bon, réponse très vite, puisque on imagine que vu que ça a été quand même pas mal teasé, rapidement dévoilé officiellement, tout ça va arriver dans le courant de l'été. Hein. Oui, moi je pense que ça arrivera juillet-août à peu près. De toute façon, c'était comme Dark Imperium, c'était arrivé pendant l'été. La version 2 d'AOS est arrivée pendant l'été aussi. C'est forcément des périodes où il y a des gens en vacances, les étudiants sont en vacances, les lycéens sont en vacances, les collégiens sont en vacances. Tous ces gens-là, ils ont du temps à perdre, tu vois, donc c'est bien qu'ils fassent des Warhammer. Parler de temps à perdre, et ça me fait penser qu'on a une partie hobby pour conclure ce podcast. Eh bien, allons-y. Oui, et du coup, comment t'as perdu ton temps, mon petit gibouille ces j'ai derniers... pas vraiment perdu mon temps. Oui, façon de parler. Oh là là, tu joues sous les mots. J'ai terminé ma bande de cornes pour Warcry. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent où je la commençais. J'ai terminé la bande, donc j'ai peint mes 10 filles. T'as peint juste ce qu'il te fallait pour la bande, ou est-ce que tu t'es laissé de la main? Non, j'avais récupéré la partie corne du starter AOS V1 et j'ai pris les profils et je me suis dit ok, je me monte une bande et je peins juste ma bande. Donc j'ai 1000 points, j'ai juste peint les figues dont j'avais besoin. Peut-être qu'un jour je reviendrai et ça partira d'une bande Warcry et ça évoluera vers quelque chose de plus grand. Mais j'avais pas envie de me lancer dans un gros projet, j'avais envie que ça soit une petite respiration au milieu de tout 40K et du coup j'ai terminé cette bande, je suis très content.
est très bien. J'ai exploré des trucs que je fais pas trop d'habitude, notamment du bleu et de l'or. J'ai pu m'entraîner un petit peu à l'aéro sur la peau du Korgorath, donc le gros monstre. Qui est magnifique, qui est ma fille préférée de la bande, je te le dis. Merci. J'ai pu essayer de faire des petits dégradés, ce genre de choses avec mon aéro. Et c'était une bande que je voulais peindre en attendant l'arrivée de la figurine de Gazgul, qui a mis un petit peu plus de temps que T'es prévu bloqué quelque part dans le warp. pour arriver. Pour tout vous dire, je l'ai récupéré cette semaine, donc juste au moment de l'annonce de la V9. J'ai lu le Psychic Awakening qui l'accompagnait. Qui s'appelle Le Péril-Verse des chaînes. Ah non, la saga de la bête. Alors, j'ai pas encore lu la partie règles, j'ai juste lu la partie lore, qui est globalement assez décevante. Ok, dommage. Je dois avouer. Après, je suis pas joueur Space Wolf, donc les parties Space Wolf m'ont pas transcendé énormément, mais les parties orques sont pareilles, quoi. Ça vous raconte une suite de batailles entre les Space Wolf et les orques. Mais c'est pas très intéressant. Et le combat qui doit justifier la transformation en Primaris de Ragnar et l'évolution de taille de Gazgul est même pas mentionné, c'est-à-dire qu'on nous raconte la suite du combat. Genre, Ragnar il est mort, Gazgul sa tête a été arrachée, et les Space Marines récupèrent Ragnar, ils en font un Primaris, et Makari récupère la tête de Gazgul et il l'amène à Grotnik, et ils en font un gros orc. Voilà. Copier-coller, quoi. Ouais, et surtout, en fait, on n'a pas le combat, on n'a pas tout ça. Et la liste de batailles qui est présentée dans le bouquin est pas très intéressante. Donc, si Moi, ce que j'aime vous bien. vous intéressez au lore, vous pouvez le passer, je pense, ce livre-là. Ok. Donc, si vous vous intéressez au lore, passez-le. Si vous vous intéressez aux beaux objets, il faut le dire ce qui est. Ces couvertures sont toujours hyper belles. Et ça me fait penser qu'on sait déjà que les prochains codex, ce qui était déjà amorcé avec le codex Adeptas Sororitas et le codex Space Marine, n'auront plus ces abominables. Enfin, elles sont cool, mais n'auront plus ces illustrations numériques. Des vraies illustrations. Oui, on abandonne les dessins 3D moches. Exactement. Et on aura un nouveau logo qui a beaucoup fait parler de lui parce que le R n'était pas aligné avec le W et les autres lettres. Mais maintenant que je revois l'ancien logo, je me dis effectivement le nouveau logo, mon cerveau l'a déjà intégré visiblement. Mais ouais, non, on n'en a pas parlé parce que c'est un détail. Mais il est sympa le nouveau logo. Je trouve qu'il fait très Top Gun, très militaire. Il y a un côté presque G.I. Joe, je crois, Ouais, disait Thomas, justement, notre ami joueur Necron, mais il n'a pas tout à fait tort. Mais au début, j'étais là, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais plus un feeling Star Wars, en fait. Tu sais, avec la ligne rouge et les bruits, le fait que c'est animé, tu sais, sur une espèce d'écran un peu pixelisé et tout, vraiment à old school, tu vois. Mais effectivement, je vois d'où vient la vibe un peu militaire et Top Gun. Mais au final, en quelques heures, voire quelques jours, j'ai fini par l'accepter. Et puis, même si je l'aimais pas, c'est pas comme si j'achetais pas le logo, tu vois. Genre, c'est pas comme s'il était imprimé sur la figue en plein milieu de sa tronche. Donc ça devrait aller. T'as fait des décors aussi? C'est-à-dire qu'en attendant Gazgul, je m'étais dit, tiens, je vais faire des décors. Parce que je voulais faire des décors pour 40 000, parce que j'en avais pas mal, mais qui étaient à peine sous-couchés ou qui nous avaient servi pour jouer, mais qui n'étaient pas peints. Et je me suis dit, pour l'occasion, je vais faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. C'est aussi parce que j'ai renversé mon pot d'Agrax Shade et que du coup j'allais galérer à ancrer les décors. Quelle indignité. Écoute, quand au bout du 3e jour du confinement tu renverses ton Agrax Shade, tu cherches des solutions alternatives. Et j'avais acheté il y a quelques temps un peu de peinture à l'huile pour essayer de faire des ancrages à la peinture à l'huile et d'avoir un côté grimdark sur mes figurines. Et j'ai pu essayer ça sur les décors. Donc j'ai peint les décors de Speedfreaks et j'ai commencé à peindre quelques ruines aussi que j'avais récupérées d'une boîte de décors Kill Team qui était à l'époque très avantageuse en termes de quantité de décors pour le prix. T'as bien fait. Et je me suis bien amusé avec la peinture à l'huile. C'est très différent de la peinture à l'acrylique parce qu'en fait ce que vous faites, c'est que vous appliquez votre peinture à l'huile, donc vous devez diluer votre peinture avec du white spirit. Il existe du white spirit notamment en boutique d'art qui ne sent pas. Donc ça vous éclate pas la tête comme si vous achetez du white spirit chez Brico Dépôt ou chez Castorama. Dommage. Non mais si tu veux te shooter à la colle aussi tu peux. Super glue, c'est meilleur. Ok. Et en fait une fois que vous avez appliqué, là c'était un gros lavis en fait que j'ai fait en mélangeant de la peinture marron avec du white spirit. Vous pouvez, une fois que c'est sec, revenir avec notamment un coton-tige, ça se fait très bien, que vous venez tremper dans le white spirit et avec lequel vous allez pouvoir essuyer en fait la peinture à l'huile, elle va repartir et ça va vous permettre de réaccentuer certaines zones sur lesquelles vous aviez mis beaucoup de peinture et tout en donnant un côté très sale en fait et très crade
tout cas là sur des décors. Et moi je me suis vraiment amusé à faire ça. Je trouve ça super sympa, il y a vraiment un côté rigolo où une fois que la figue elle est toute sale, on prend son petit coton-tige, on la nettoie, on fait ressortir les arêtes, on fait ressortir les zones où il y avait de la couleur et tout. C'est très différent du travail peinture à l'acrylique où en fait vous allez venir poser des couches successives qui vont s'ajouter les unes sur les autres, et c'est cette accumulation de couches qui va vous donner le rendu. Là, vous pouvez rajouter, enlever, et puis même si vous avez trop enlevé, vous revenez avec de la peinture, vous en remettez, et il n'y a pas cet effet accumulation qu'on peut avoir avec l'acrylique. C'était super sympa, je continuerai à faire mes décors comme ça, et voilà, ça m'a permis d'essayer des nouveaux trucs. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans ce hobby, c'est d'essayer des nouvelles techniques de peinture, de pas rester sur mes acquis et d'apprendre des nouveaux trucs. C'était cool. C'est une belle philosophie, et d'ailleurs si vous voulez comme JB essayer des nouveaux trucs, rendez-vous sur nos réseaux sociaux où on aura posté normalement un petit tuto étape par étape. J'en ai profité pour prendre des petites photos au fur et à mesure de mon avancement, et on vous montrera ça, c'est très très simple à faire en fait. Yes. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait ? Moi j'ai fait pas mal de choses, j'ai continué d'avancer sur mes pirates, je suis pas loin d'en avoir 20. Donc sur les 30 que j'ai monté je crois juste avant le confinement ou pendant le confinement, je sais plus exactement, le temps passe bizarrement comme si on était piégé dans le warp. J'ai fait ça. J'ai aussi créé un officier et son escouade de commandement pour ma garde impériale via du coup une escouade qui vient de Kill Team Rogue Trader, donc c'est une des variantes du jeu d'escarmouche Kill Team, et d'un personnage de Blackstone Fortress, donc qui est plutôt un jeu de campagne, d'aventure narrative et de coopération. Donc, j'ai pris l'un de ces persos qui normalement est une sorte de pirate de l'espace qu'on appelle un Rogue Trader, et je l'ai transformé en commandant pour ma garde impériale en bidouillant, mine de rien, pas mal de trucs. Je me suis mis en difficulté un peu tout seul. Je me suis dit, bon, en fait, si je pète ce truc-là, j'ai pas d'autre choix. Il va falloir sculpter, il va falloir combler le dos de cette figue qui sera vide. Ce que j'ai fait, et avec succès, j'ai aussi rajouté de la fourrure à son petit chien pour qu'il soit un peu plus flouf. Et j'ai hâte de le peindre et vous le montrer parce que pour l'instant je l'ai juste monté et sous-couché, mais voilà, je me récompense toujours avec de temps en temps une figurine de la garde impériale entre deux projets ou entre deux sessions de pirates ou de Age of Sigmar. Donc voilà, j'aurai bientôt finalement fini mes personnages pour Age of Sigmar, pour ce qui est en gros un début d'armée Idonet Deepkin pour iOS. Donc j'aurais très envie aussi de tester ce jeu, j'espère bientôt, avec la team nantaise de notre groupe qui m'écoute sans doute, donc on les salue. Et du coup, la garde impériale, c'est toujours pour ajouter, c'est mon armée de cœur, un peu comme toi les orques, comme beaucoup de gens ont une armée de cœur et ajoutent des figurines un peu sans raison, même quand il n'y a pas de sortie ou de nouveauté ou d'actu, on continue, donc je continue et j'ai encore plein d'idées, j'ai des science qui traînent. Mon problème, c'est que par contre j'ai envie de créer un régiment et une culture régimentaire à chaque nouvelle unité, et du coup ce qui a tendance à pas simplifier les choses et à créer une armée qui ressemble un peu à rien, parce qu'à part le socle il n'y a pas vraiment de points communs. Donc j'essaie de limiter ma créativité de ce point de vue là et de l'investir sur d'autres projets, notamment peut-être un projet d'armée V9 dont on reparlera bientôt. Terminons sur les recommandations. Je fais tout de suite la mienne, mon petit JB. Je vais vous parler non pas d'un hobbyiste, même si peut-être qu'il l'est ou qu'il l'a été, mais d'un illustrateur qui s'appelle Nicolas Giancodino. Je vous mettrai bien sûr son profil un peu partout sur les réseaux sociaux et à la fin de ce podcast pour ceux qui du coup nous suivent. C'est un mec que je suis depuis longtemps. En fait, je l'avais découvert parce qu'il faisait des illustrations des Primark avant même que les résidus russes existent et qu'on en sache vraiment beaucoup sur ces Primark. Elles étaient superbes. Je les avais enregistrées dans mon petit dossier Warhammer que j'avais sur l'ordi parental. Et un jour, je l'ai retrouvé sur Insta. Et je me suis dit, mec, ce gars continue de faire des trucs Warhammer. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Il a un style très cartoon, très dessin animé en fait, avec des noirs très forts. Et il fait souvent des portraits ou des trucs inspirés de Warhammer 40 000. Et récemment, il a fait des portraits. C'est pour ça que je me suis dit, ok, cette fois, il faut que j'en parle. Et me montrer fidèle à mon amour pour l'Astra Militarum, la garde impériale, puisque chaque jour, il faisait un portrait d'un régiment différent. Et ça vous permettra, si vous ne connaissez pas encore cette armée, de mesurer pourquoi j'ai envie de dédier chacune de mes armées garde impériale à un régiment en particulier. Moi, j'aime bien les artistes qui réinterprètent comme ça de manière très cartoon l'univers de Warhammer 40 000. Il a une patte de fou. Ouais, et j'aime bien aussi toutes les petites illustrations souvent qu'il y a sur Warhammer Community, un peu marrantes, comme là ils ont fait genre pour illustrer la réouverture des magasins avec les Space Marines qui font leurs courses et tout ça. D'ailleurs, si vous voulez voir la personne, l'illustratrice qui fait ces petites illustrations, vous allez sur Twitter et vous tapez @TheKaiserMakes, TheKaiserMakes.
ISER Makes, M-A-K-E-S. Du coup, cette jeune femme fait des illustrations complètement dingues qui ont une personnalité là aussi de fou, qui trahissent pas l'univers Warhammer 40 000 malgré le côté cute, même si elle fait aussi des petits chatons de la garde impériale qui sont très mignons et que je montre à Jean-Baptiste en direct, mais qui a vraiment un talent de dingue, qui n'aime pas les commissions à mon plus grand regret, mais qui du coup, ouais, effectivement, est un peu comme Nicolas sur ce créneau de s'approprier l'univers 40 000. En fait, c'est ça que j'aime voir aussi, on en parlait avec les futurs courts-métrages animés, etc., de voir différentes équipes réinterpréter selon leur style visuel, quoi. Parce que après tout, c'est ça qu'on voit sur les tables. Chacun peint Warhammer 40 000. Les figurines comme il veut, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est super chouette. Allez checker ce qu'ils font, les deux. Et moi, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus sombre et d'un peu plus dark. Vu que je vais vous parler en fait de quelqu'un qui tient la chaîne YouTube et le site Grimdark Compendium. Donc là, on est dans le sombre. On est dans le sombre, dans le bresson. Alors, je m'excuse d'avance pour ma prononciation, mais donc vous pouvez le trouver sous le nom de Grimdark Compendium. Mais sinon, son nom sur Instagram, attention, Zatkastgagoon miniature. Voilà, Zatkastgagoon. C'était chaud. Voilà. Mais t'as réussi. Grimdark Compendium, vous le retrouverez. Okay. Et du coup, c'est quelqu'un qui notamment utilise de la peinture à l'huile, qui utilise des peintures pour maquettes, donc à base de enamel. Je ne sais pas exactement comment tu le traduis en français ou si c'est traduisible. Des peintures Tamiya, des peintures à base de solvant et tout ça. Interactives, donc ouais, à base d'alcool et tout ça, pour peindre des Warhammer du coup dans un style très proche de John Blanche. Et de l'école Blanchitsu et ce genre de choses. Et je m'en suis inspiré pour mes décors parce qu'il a fait quelques vidéos où il a une approche en fait vraiment très scientifique de la peinture, où il vient expliquer comment les pigments réagissent avec les solvants et ce genre de choses. Après de faire des applications beaucoup plus artistiques où regardez, quand vous mettez la peinture de telle manière, vous passez tel solvant, elle va réagir comme ça et ça va vous donner un effet de salissure tout en faisant des ombres. Et ce genre de choses. Et il fait des figurines, notamment il a un tuto pour un Empire Children très très beau. Je vais vous redonner son nom. Alors, Zatkastgagoon. Oh, tu l'as trop bien dit. Miniatures. Voilà. Zatkastgagoon miniature. Et bien, avec ces recommandations et de toute façon votre réaction à nos avis sur la 9e édition ou sur la 8e, je pense que vous avez fort à faire, en plus des figurines que vous avez peut-être peint en nous écoutant. On remercie d'ailleurs tous les gens qui nous envoient leur fic ou juste un petit message sur Twitter ou sur Instagram. J'en ai reçu pas mal. Je suis désolé, je suis pas toujours très très réactif, mais sachez que ça nous fait très plaisir, d'autant que quand on a lancé ce podcast, on a beaucoup compté sur les gens qui feraient peut-être la transition avec notre premier podcast Outrider qui est dédié à la saga Star Wars. Et en fait, de plus en plus, enfin même quasiment instantanément, on est sorti de notre public habituel et on a touché des gens qui parfois même n'habitent pas en France. Je salue d'ailleurs on a toute une école de spectateurs qui sont en Belgique et qui nous ont soutenus très rapidement, donc s'ils se reconnaissent, sachez que ça nous fait très plaisir d'avoir une audience au-delà de nos frontières. Internationale, on peut le dire. On a une audience internationale. On peut le dire, francophone mais internationale. Si vous êtes en train de peindre, de monter des figues ou de faire quoi que ce soit en rapport avec le hobby en nous écoutant, n'oubliez pas de nous taguer, envoyez-nous nos figues. On n'est pas les plus experts. Envoyez-nous vos figues. Envoyez-nous vos figues, effectivement. Vous pouvez aussi nous envoyer nos figues en disant elles sont super cool, j'ai aimé et tout. Vous pouvez retweeter, hein, c'est une manière d'envoyer nos figues. Tu vois, JB, t'es mauvaise langue. Mais n'hésitez pas, du coup, moi je sais qu'en peignant, j'écoute énormément d'émissions en live ou aussi des podcasts. Ça a toujours été ce pourquoi en fait j'écoute des podcasts, parce que c'était un moment où mon cerveau est extrêmement disponible parce que mes mains sont occupées sur quelque chose d'autre. Donc on aimerait grandir aussi de ce côté-là. Donc franchement, n'hésitez pas à chaque fois à nous taguer ou juste à nous faire un petit coucou dès que vous êtes là-dessus, parce que ça serait cool qu'un jour on soit un peu comme Warhammer Community, qu'on ait juste à dropper un truc en mode montrez-nous vos armées Space Marine, et que d'un coup on ait une marée de Space Marine qui nous attaque. Ça serait hyper cool, et c'est déjà un petit peu ça à notre niveau, et donc ça fait plaisir. Et on espère que les prochains épisodes vous plairont autant que les précédents et autant que celui-ci. La suite, c'est quoi ? C'est sans doute beaucoup de Warhammer 40 000 via la 9e édition. La fin de Psychic Awakening,
Et toutes les figues qui, mine de rien, ont été annoncées dans les précédentes previews, parce qu'on a les luminettes, on a les géants AOS, on avait des figues pour Warhammer Underworld, je pense qu'il y avait des Iron Jaws, des Daughter of Cain. Et du Warcry. Il y a du Warcry, il y a Fabius Bill, il y a des Necrons, il y a des Inquisitrices, il y a plein de trucs cool qui vont arriver, quoi. Bref, il y a de quoi faire. En attendant, n'oubliez pas de nous soutenir. C'est super simple. Vous mettez des belles étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Vous nous partagez si vous nous trouvez via les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous repartager parce que des fois, vous tombez dessus, vous écoutez et puis après, vous dites « Ah, bah c'est bon, les gens le font pour moi. » Mais sachez que chaque vote compte comme chaque balle dans le Saint-Bolter peut tuer les ennemis de l'empereur. Chaque RT peut tuer les mauvais podcasts et nous permettre de régner en maître sur le monde, nous autres hobbyistes. Chaque garde impériale est importante. Exactement. Die for the Emperor or die trying. Bisous à tous et excellent hobby à vous. Gros bisous, à bientôt. Ciao.